Mes chers collègues, bonsoir. Bienvenue à ce conseil de juin. Et bien évidemment, je ne peux pas démarrer ce conseil sans aborder avec vous ce qui vient de se passer dans notre commune et dans notre communauté d'agglomération. Le samedi soir dernier, à 22h30, un terrible orage de grêle s'est abattu sur notre territoire. Toutes celles et ceux, comme les nombreux habitants de notre commune, toutes celles et ceux qui sont autour de cette table, et les nombreux habitants de notre commune, mais aussi de notre communauté d'agglomération, ont été impactés. On a fait un très bel hommage hier à nos pompiers dans le parc des Sources, sous l'impulsion de la communauté d'agglomération, ce qui a permis que l'ensemble des communes, des élus, des habitants de toute la communauté d'agglomération, nous étions tous réunis dans ce parc des Sources pour remercier, en tous les cas, leur faire passer toute notre gratitude à l'ensemble de ces pompiers qui sont venus pour nous aider. Avant d'aller plus loin, je crois que c'est important de le rappeler, la préfète l'a très bien dit, on est passé pas loin du drame. Je m'explique. Rappelez-vous, nous sommes le samedi soir. Sur les coups de 19h30, on a un premier orage, petit orage de grêle qui a fait que tout le monde est rentré à la maison et nous n'avions pas dans les rues ce samedi soir 4 juin comme nous aurions dû l'avoir à la normale. Tout le monde dehors, par une belle journée d'été, sur les terrasses de café. Imaginez ce que tout cela aurait pu donner sous un déluge de grêle avec des grêlons de la taille, dans certains cas, de boules de pétanque. Le colonel des pompiers nous a fait cette confidence à l'occasion du bureau communautaire, nous a dit en 40 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça, et sachez-le, j'ai quand même fait en 40 ans beaucoup de théâtre d'opération. Pour vous dire toute la démesure de ce qui nous est arrivé samedi, je crois qu'aussi, au-delà des dégâts matériels, nous n'avons pas à déplorer de victimes, et je crois qu'au fond, c'est certainement le plus important. Comment ne pas remercier ces 500 pompiers qui sont venus soutenir nos valeureux pompiers du SDIS, qui ont dû répondre à un flot d'appels incroyable durant les premières heures du déluge. En effet, j'ai entendu le chiffre de 59 000 appels dans la nuit de samedi à dimanche, et notamment la première heure, nous étions à 18 000 appels pour 35 lignes. Bien évidemment que beaucoup d'entre nous qui avons fait le 18 ce soir-là n'avons pas eu d'interlocuteur et pour cause. En tous les cas, nos valeureux pompiers du SDIS 03 ont fait face, ont fait front. Heureusement, très heureusement, ils ont été rejoints par une véritable solidarité départementale et nationale, puisqu'ils venaient des 4 coins de France, ce qui fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 500 pompiers qui étaient sur l'agglomération, et à partir de mercredi soir, nous avons ouvert le gymnase du COSEC, et le colonel m'annonçait que nous aurions en gros une centaine de pompiers. Au plus fort de la crise sur Bellerive, ils étaient 145, pardon. Et j'étais particulièrement touché et fier de me rendre compte que le samedi après-midi, on m'avait informé que la région avait envoyé des jeunes compagnons du devoir, des couvreurs, et que ces couvreurs s'activaient, s'affairaient à refaire notre toiture de l'école d'Ormois, puisque nous avions engagé une priorité en matière de bâtiments publics, c'était de restaurer nos écoles pour permettre aux enfants de pouvoir suivre une scolarité dans les meilleures conditions. Ne pas ajouter du traumatisme au traumatisme par rapport à nos enfants. Malheureusement, toutes nos écoles ne sont pas ouvertes encore aujourd'hui. Il reste l'école Jean Zay. Nous aurons la visite de spécialistes dans la semaine qui pourront nous dire si oui ou non on pourra rouvrir l'école dès lundi. En tous les cas, tous les enfants ont été reçus dans le pôle enfance, puisque comme nous n'avions pas, l'école était fermée, et nous avons rabattu l'ensemble des enfants sur le pôle enfance Pierre Cornu, qui est juste à côté de la mairie. Je voudrais bien évidemment compléter ce qui s'est passé hier et exprimer toute notre reconnaissance et notre gratitude à nos amis pompiers. Et j'aimerais leur faire passer ce message à vous, mesdames et messieurs, serviteurs du secours et de l'assistance, un très grand merci. Vous êtes les sages de notre société, et j'adore cette citation de Shakespeare. Le sage ne s'assied pas pour se lamenter, mais se met gaiement à la besogne pour réparer le mal.
J'aimerais, mes chers collègues, que nous nous levions et que nous fassions un tonnerre d'applaudissements pour ces serviteurs du secours et d'assistance qui étaient sur notre territoire, qui sont sur notre territoire depuis une semaine. Merci. Alors, je vous propose de commencer par les pouvoirs. Monsieur Bonjean donne pouvoir à François Sennepin, Monsieur Nicolas Ray donne pouvoir à Elisabeth Barge, Anne-Laure Roy donne pouvoir à Ariane Millet, Valérie Elnamar, qui va arriver en retard, puisque là aussi, vous comprenez bien, mes chers collègues, il y a beaucoup de pouvoir ce soir, mais nous avons aujourd'hui beaucoup de gens en activité et malheureusement les entreprises où, pour certains qui sont artisans, vous pouvez facilement imaginer que la charge de travail est telle aujourd'hui qu'ils sont concentrés bien évidemment à leur activité économique. C'est ça aussi les nouveaux élus, c'est de mélanger une activité professionnelle et cette belle mission d'élu, et dans certains cas, comme ce soir, après ce qui s'est passé de cette semaine, ça a des conséquences sur la vie du Conseil. Valérie Elnamar, qui arrivera en retard, donne pouvoir à Isabelle Goninet. Michel Laurent donne pouvoir à Bernard Planche. Fabrice Miens donne pouvoir à Claude Chauvet. Et je cherchais Frédéric Després, qui va arriver aussi en retard. À Françoise Dubessé, mais Frédéric aussi, infirmière. Vous pouvez imaginer qu'elle est particulièrement sollicitée dans cette période. Comment? Si, Nicolas Ray, j'ai dit. Si, Nicolas Ray, c'est bon. J'avais que Frédéric Després, que j'avais pas dans ma liste. Je vous propose l'approbation du procès-verbal du Conseil de mars. Est-ce que vous avez, mesdames et messieurs, des réactions, réflexions, propositions, suggestions par rapport à ce procès-verbal? Rien à signaler. Bien, je vous propose de commencer tout de suite par les décisions du maire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces décisions du maire ou peut-être besoin de compléments d'information? Pas spécialement. Moi, je voulais juste peut-être vous donner des informations qui me semblaient importantes, notamment par rapport à un praticable. Quand on dit que Bellerive est une ville qui soutient son tissu associatif, la preuve en est là aussi avec l'acquisition d'un praticable pour la gymnastique à hauteur de 40 000 €. C'est une demande qui avait été faite par la gym depuis déjà, c'était la deuxième fois que c'était présenté à inscription au budget, et on a décidé de l'inscrire cette année puisque le praticable était de plus en plus en mauvais état. Et puis je vous rappelle que la gym organise régulièrement des compétitions interrégionales, et donc il faut soutenir notre association, qui a non seulement des très bons résultats sur le plan sportif, mais qui aussi organise de nombreux événements sur notre agglomération. Décision importante, ouverte, vous l'avez vu aussi, mais ça on le fait tous les ans, mais c'est toujours important de le rappeler, surtout dans cette période. Nous avons ouvert une ligne de trésorerie de 600 000 €. Je vous rappelle que l'ouverture de cette ligne de trésorerie nous permet, par groupe, par enveloppe de 10 000 €, de pouvoir aller chercher des besoins, et notamment pour financer des projets structurants pour la collectivité. Nous n'avions pas d'autre chose, si peut-être deux informations importantes, deux maîtrises d'œuvre que nous venons d'attribuer pour la réfection du vestiaire Mayotte sur le pôle sport de Bellerive. Le maître d'œuvre sera donc M. Parnichon, et une deuxième maîtrise d'œuvre, et là on rentre dans le projet rénovation cœur de ville, cœur de bourg, pour la Villa des Magnolias, et c'est H&N Architecture qui ont été retenus sur ces deux maîtrises d'œuvre. Eh bien, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et de commencer par la question numéro 2, et je vais donc la présenter en l'absence de Michel Laurent. Objectif de cette délibération, et vous savez, on en parle très souvent, la déprécarisation de l'emploi dans notre collectivité, mais déprécarisation de l'emploi aussi au sein de l'agglomération. C'est un objectif sur lequel nous avons pris des engagements, et nous travaillons d'arrache-pied sur le sujet.
Donc vous proposez de sortir du tableau des effectifs un poste qui était à 50% et l'autre à 70%, pour les remplacer par un autre poste à 70% et à 90%. Dans les deux cas, c'est plus 20% de temps de travail pour les salariés concernés, qui sont des animateurs. Ça veut dire que très concrètement, on a un poste qui va passer de 17h30 à 24h30, ce qui fait plus 7 heures, et un poste qui va passer de 28h à 31h, ce qui fait plus 3 heures. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Délibération adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Question numéro 3. Charte d'engagement, handicap et fonction publique. Et là, je voudrais vous dire que, en vous présentant cette délibération, je suis très fier de notre présentation à Bellerive. Très fier pourquoi? Parce que le préfet avait donné un objectif de 6% d'emploi de personnes en situation de handicap dans les collectivités territoriales. Nous sommes allés au-delà de cet objectif, puisque nous sommes à un objectif de 8,70%. Vous connaissez notre attachement à la politique du handicap. Je rappelle qu'en 2019, nous avons travaillé d'arrache-pied pour l'inclusion au sein des écoles de la République, et notamment cette classe inclusive que nous avons portée dans l'école d'Ormois, et nous avions, à partir de cette initiative, annoncé un objectif très clair, qui était de faire en sorte, je fais ce vœu pieux, qu'à l'horizon de la fin du mandat, dans chacune de nos écoles, je dis bien dans chacune de nos écoles, eh bien, nous ayons une classe inclusive pour accueillir dans l'école de la République les enfants en situation de handicap. Pour cela, dès l'année prochaine, nous allons mettre en place un dispositif. Ce dispositif, il s'appelle Rêve de gosse. Je dois dire que cette idée est venue d'un nouveau recrutement dans notre collectivité, pour ne pas citer M. Rouget, qui travaillait déjà avec cette association, et quand il a vu la démarche que nous avions à travers le handicap, nous a tout de suite proposé de rentrer dans ce dispositif. Je vous le paie simple, mais on aura plus longuement l'occasion d'en reparler. En gros, on travaille avec l'Éducation nationale sur le sujet. Un enfant valide accompagne un enfant en situation de handicap sur un projet pédagogique pendant 1 an, et à la fin de l'année, on a 30 pilotes qui font un tour de France, qui sont accompagnés par 2 avions Transat de l'armée, et qui viendront faire un baptême de l'air à l'ensemble des parrains et des petits bénéficiaires de ce parrainage. Donc vous voyez là une super belle démarche, avec une idée toute simple derrière. C'est d'inviter, puisqu'on travaille en partenariat avec l'Éducation nationale, avec les enseignants, avec les parents, l'idée c'est que nous changions notre regard sur le monde du handicap, et j'espère qu'à travers cette initiative-là, en tous les cas, on pourra porter ces projets d'écoles inclusives, de classes inclusives dans nos écoles. En tous les cas, pour revenir à notre délibération, c'est un mérite, un très beau signal qu'on nous envoie à travers cette délibération, et notamment sur l'emploi des personnes en situation de handicap dans la collectivité. Vous avez accompagné avec tout ça l'objectif et la charte, de la charte d'engagement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Délibération adoptée, je vous remercie. Délibération numéro 3 sur les indemnités. Pardon, j'ai dû en rater une. Non, c'est la 4. C'est la 4. Sur le régime indemnitaire à l'occasion des élections municipales. Ça me fait sourire cette délibération parce qu'on est parfaitement dans la simplification administrative dont parlait beaucoup François Hollande, qui s'appelait ses vœux. Et là, on se rend compte que on est bien loin de cette simplification administrative, et je crois qu'on est tous autour de cette table, on ne peut que le regretter. Je vous le fais simple. Ça fait 20 ans qu'on distribue des indemnités forfaitaires pour les personnes qui assurent le fonctionnement des élections. Donc à Bellerive, nous on avait trouvé un système hyper simple et qui nous semblait hyper équitable et juste. C'est qu'on disait que vous soyez cadre A, cadre B ou cadre C, vous venez travailler un dimanche à l'occasion des élections, eh bien on va tous vous donner le même forfait, et comme on n'est pas mesquin, on ne va pas le tirer par le bas, on va donner le forfait cadre A à tout le monde. Et on fait ça dans beaucoup de collectivités, il n'y a pas que Bellerive qui le fait. Et comme vous le savez, cette délibération,
bien évidemment, nous la passons à chaque fois qu'il y a des élections. Cette délibération est validée par la commission, par le contrôle de légalité. Donc ça fait 20 ans que ça cause de problème à personne, sauf que là, ça a posé un problème, notamment au nouveau trésorier payeur général, et à tel point que ça a imposé un problème, c'est qu'on était sous la menace de ne pas pouvoir payer les indemnités pour les dernières élections présidentielles. Les maires, bien évidemment, se sont mobilisés, les maires concernés, tous les maires se sont mobilisés, et ont fait une demande gracieuse auprès du DGFiP. Heureusement, le directeur est quelqu'un de bon sens, il a entendu la demande des maires, et ce qui fait que on n'a pas eu de problème pour régler les indemnités à l'occasion des dernières élections. Mais donc, bien évidemment, c'était l'engagement que nous avions pris, c'était de se mettre dans la ligne, hein, et c'est une des raisons pour lesquelles on propose cette nouvelle délibération, qui là, pour le compte, effectivement, raconte que pour les cadres de la fonction publique territoriale, il y a un système de forfait, et bien pour les autres agents, nous serons sur des heures supplémentaires déclarées. Voilà, mes chers collègues, ce que je pouvais vous dire par rapport à cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Admission en non-valeur. Bon, c'est une délibération qu'on passe là aussi à peu près tous les ans. On a admission en non-valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des factures à régler et des créanciers. Le montant de cette admission en non-valeur est de 2 369,70 €. Malheureusement, ce sont pour la plupart que des gens qui sont en situation d'endettement. Et quand on sait que malheureusement, on aura difficilement une solution, une possibilité pour que cette dette soit recouverte, eh bien nous les passons en admission à non-valeur. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Délibération adoptée. Question numéro 6, subvention provenant de la répartition du produit des amendes de police. Alors, tous les ans, d'habitude, pour cette délibération, hein, de la répartition de cette subvention que nous allons chercher pour les amendes de police, je fais ce rappel, puisque je sais que vous êtes nombreuses et nombreux derrière votre écran à suivre ce conseil, puisque je fais le constat, quand je regarde quelques jours après, qu'on n'a pas loin de 1000 vues, voire parfois un peu plus de 1000 vues, donc il y a pas mal de gens qui suivent ce conseil, et donc rétablir là aussi une petite vérité. Hein, les amendes de police qui sont prélevées notamment dans la commune ne rentrent pas dans les caisses de la commune, comme je l'entends parfois de certains Bellerivois ou personnes extérieures à la commune d'ailleurs, qui se font verbaliser, réprimander par la police municipale. C'est pas de l'argent qui rentre dans les caisses de la commune, donc on ne fait pas plus de recettes dynamiques parce qu'on met des amendes. Ça rentre dans un pot collectif, national, et ensuite il y a une redistribution à travers ces subventions, et notamment pour accompagner des projets qui sont en lien avec la sécurité routière. D'habitude, on fait des financements, des aménagements de ralentisseurs, de choses comme ça, et là cette fois, on a choisi d'aller un petit peu plus loin dans la démarche, puisque on va aller sur un projet d'aménagement. Et ce projet d'aménagement, on en reparlera dans une autre délibération, c'est la délibération numéro 12, puisqu'on vous parlera de l'acquisition qui va nous permettre de porter ce projet à 74 296 €, pardon. Projet de la création d'une pénétrante, hein, entre le rond-point de la République et le parking du Sporting. Et là aussi, pour démultiplier, faciliter, en tous les cas, engager beaucoup plus de mobilité douce. Hein, vous savez que ça fait un petit moment qu'on parle de cette pénétrante. Alors, pour rien se cacher, on avait des projets beaucoup plus ambitieux à l'époque où on voulait faire vraiment quelque chose de très large. Et puis, bien évidemment, la contrainte budgétaire nous a fait revoir nos projets à la baisse, puisqu'on a beaucoup de projets structurants à porter sur le mandat 2020-2026. Et donc, on va commencer déjà à travers cette pénétrante et cet aménagement qui se fera en gros entre Picard et la boulangerie des Deux Frères sur le rond-point de la République. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des votes contre?
Est-ce qu'il y a des abstentions? Délibération adoptée, je vous remercie. Je vais enfin lâcher la parole et donner la parole à Alain, qui va nous parler, là aussi, avant de lui laisser la parole, on est sur un projet qu'on travaille avec le SDE, sur... Il n'y a pas la question 7 je n'ai pas fait la question 7. Pardon. Non. Ne voyez pas de malice de ma part sur cette question. Ne voyez absolument pas de malice de ma part sur cette question. C'est la nouvelle dénomination du pont entre Bellerive-sur-Allier et Vichy, que l'on souhaiterait appeler le pont Jacques Chirac. C'est un souhait que nous avons exprimé avec le maire de Vichy. On s'est appelé sur le sujet, on a échangé. Et pour vous dire très franchement, ce qui a mené notre réflexion, c'est que, contrairement à beaucoup d'autres présidents de la République, il y a sur la communauté d'agglomération, on n'a aucun site qui s'appelle Jacques Chirac. Et il nous semblait, avec le maire de Vichy, que ça pourrait être une bonne idée d'appeler ce pont de Bellerive, pont Jacques Chirac. On sait qu'il s'appellera dans l'esprit des Bellerivois comme des Vichysois, d'ailleurs, il s'appellera toujours. Mais je crois que c'était important aussi pour plusieurs raisons, comme c'est dit dans la délibération. Un, de rendre hommage à ce président de la République, au même titre que François Mitterrand, qui a aujourd'hui beaucoup de lieux qui sont à son nom. Je crois qu'il est important en matière d'équité là aussi et de reconnaissance à ce président. On le voit dans la délib aussi, le 16 juillet 1995, au Vélodrome d'hiver, Jacques Chirac a été le premier président à reconnaître la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs vers l'Allemagne. Et il nous semblait important, de façon très symbolique, de nommer ce pont Jacques Chirac, ce trait d'union entre nos deux. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération, M. Grèce? Oui, merci Monsieur le maire pour cette explication. Alors, vous nous proposez aujourd'hui, effectivement, notamment sous l'impulsion de nos voisins vichysois, de renommer le pont Aristide Briand. Sous notre impulsion collective. Sous notre impulsion collective, c'est encore pire alors. Trait d'union entre Bellerive et Vichy, c'est un lieu d'échange historique entre nos communes. C'est aussi un lieu de difficulté, on l'a encore vu tout à l'heure, avant le début du conseil, quand il est parfois difficile d'y circuler à certaines heures. Un pont qui peut être synonyme effectivement de prospérité, synonyme d'immobilisme en somme, quand on est bloqué, mais admettons. Mais on se demande pourquoi vous nous invitez à voter ce nom alors que le nom a déjà officiellement changé, suite au vote du conseil municipal de Vichy. En tout cas, dans les registres, il a déjà changé. Vous avez noté qu'on n'avait pas eu de conseil entre-temps. On n'a pas eu de conseil entre-temps, mais à quoi sert ce vote si le nom est déjà entériné? En tout cas, sur les registres et sur les applications, si vous ouvrez Waze et que vous cliquez sur le pont, il s'appelle déjà Jacques Chirac. C'est de le valider par les deux collectivités. D'accord. Le conseil municipal de Vichy a validé avant nous. Le premier conseil municipal qui arrive dans l'esprit de cette décision, on le passe en conseil municipal. D'accord, donc on valide une décision qui est déjà officielle. Qui est officielle du côté de Vichy. Oui, mais qui est officielle dans les registres, enfin, puisque le pont Oui. s'appelle déjà Jacques Chirac. Mais admettons. On est aussi dans la logique, et vous le comprendrez très facilement, dans la logique du symbole. Il semble aussi tout à fait normal que le pont Jacques Chirac soit validé par les deux maires des deux communes, puisque nous avons pris cette décision, que nous avons choisi cela en discussion tous les deux. Donc entre-temps, le maire de Vichy avait un conseil, ça aurait été le conseil de Bellerive qui aurait été avant, et bien, je pense qu'on aurait pu faire la même réflexion, mais c'est pas là-dessus. On aurait pu attendre le vote des deux conseils pour changer officiellement le nom. Mais c'est pas grave, c'est un détail. C'est un détail. Comme vous le dites, c'est un détail. Simplifiant, comme disait M. Hollande. Simplifiant, comme disait M. Hollande. C'est un détail, mais ça n'est pas anecdotique. Mais ce pont n'est pas un simple pont de Bellerive, comme on l'appelle, comme on est nombreux et nombreuses à le nommer un peu rapidement. Comme vous le savez, il a déjà été baptisé d'un nom, le pont Aristide Briand, en 1932, en présence de membres du gouvernement, et donc pas n'importe quel nom. Aristide Briand, je ne sais pas, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, Aristide Briand a été député de la Loire, il a été ministre à plusieurs reprises, président du Conseil sous la Troisième République, il a été le rapporteur de la loi de 1905, de séparation des églises et de l'État, c'est-à-dire le rapporteur et le père de la laïcité, donc c'est pas n'importe qui, principe structurant de notre démocratie et de notre République, et je ne sais pas si vous le saviez, mais en 1926, Aristide Briand a reçu aussi le prix Nobel de la paix. Donc le pont possède déjà le nom d'une personnalité importante, un prix Nobel de la paix,
notamment pour son rôle essentiel dans les relations internationales après la Première Guerre mondiale et pour la réconciliation franco-allemande. Alors, en ces temps un peu troublés dans le monde et en France, tant sur la cohésion, principe de laïcité, un peu malmené parfois, qu'avec la guerre à nos portes, débaptiser un pont du nom d'un prix Nobel de la paix, suite à un conflit mondial, et du père de la laïcité, pour nous, ça n'est pas vraiment à la hauteur des enjeux, et ça pourrait, mais vous l'avez dit vous-même, on ne pensera pas à de la malice, à une forme de promotion partisane. Admettons. Vous souhaitez honorer un ancien président de la République, et on y est évidemment favorable. C'est tout à fait normal, et on partage avec vous la volonté de remercier celles et ceux qui ont passé leur vie au service des autres, y compris et notamment à ce type de responsabilité. Et d'ailleurs, sur un autre sujet, mais on aura l'occasion d'en reparler, puisqu'on en a déjà parlé ensemble, on est toujours en attente aussi d'une délibération sur le fait de baptiser un lieu symbolique de notre commune en l'honneur de notre défunt maire Jean-Michel Guerre, tel que vous l'avez souhaité, et tel que ça a été fait pour ses prédécesseurs. On aura l'occasion, j'imagine, d'en reparler. Pour autant, concernant ce pont Aristide Briand, on ne comprend pas pourquoi on a cette volonté de le débaptiser, alors qu'on pourrait trouver ensemble d'autres lieux ou d'autres voiries qui ne nécessitent pas de reléguer un prix Nobel de la paix aux oubliettes. Et rappelons d'ailleurs que certains avaient proposé d'attribuer un prix Nobel de la paix au président Chirac et que cela n'avait pas été fructueux. Rappelons aussi que l'action du président Chirac pour l'Europe, puisqu'on parle beaucoup d'Europe en ce moment, n'a pas été brillante. Certains qui l'a qualifié, à juste titre, pour nous, d'immobilisme, un peu comme la circulation sur le pont, j'en parlais tout à l'heure, mais de façon plus sérieuse, alors que notre territoire s'est vu récemment inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO avec les 11 villes les plus représentatives du thermalisme européen, dont les drapeaux flottent fièrement sur le pont Aristide Briand, et à raison, cela ne paraît, là encore, pas très cohérent dans le fait de choisir ce nom, un pont du nom d'un euro immobile, arborer des drapeaux des villes européennes qui nous ont permis d'être inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, et qui plus est, à moins de 2,5 km d'un autre pont, lui-même baptisé Pont de l'Europe. Donc tout ceci n'a pas beaucoup de cohérence pour nous. Fait historique encore, et peut-être un peu plus grave dans le symbole que je porte à votre connaissance, peut-être que vous le sachiez déjà, le pont a déjà été débaptisé par le passé. Je ne sais pas si vous le saviez. Il a déjà été débaptisé une fois, entre 1940 et 1944, sur demande du maréchal Pétain, pour qui Briand incarnait une république détestée et des valeurs opposées aux siennes. Puis il a été bien sûr rebaptisé Aristide Briand à la fin de la guerre. Là aussi, sur la question des symboles, on aurait peut-être pu choisir un autre lieu. Sur la laïcité, enfin, on espère bien sûr qu'il ne s'agit pas là d'une volonté de remettre en question cette valeur, puisque Aristide Briand est quand même aujourd'hui, pour tout le monde qui s'intéresse à ce sujet, le père de la laïcité. On rappelle aussi que dans le projet de charte associative que vous nous avez présenté il y a 2 ans, vous aviez supprimé le principe de laïcité et qu'il a été remis in extremis à notre demande en commission. Là encore, c'est un mauvais signal. Alors j'ai quelques propositions, évidemment, pour être dans une critique constructive. Évidemment, on s'opposera pour les raisons que j'ai évoquées au fait de débaptiser ce pont et de le rebaptiser du nom de Jacques Chirac, tout en rappelant qu'on est bien sûr favorable à trouver un autre lieu qui n'implique pas de débaptiser un édifice d'un nom aussi symbolique. Et pour éviter toute confusion sur la laïcité, au regard de ce changement de nom qui, a priori, puisqu'il est même déjà entériné, passera, nous vous demandons de bien vouloir proposer au prochain conseil municipal de renommer un espace de notre commune du nom d'Aristide Briand et d'organiser un événement symbolique sur notre territoire le 9 décembre prochain à l'occasion de la journée de la laïcité. Je vous remercie. J'espère, de vous à moi, que à chaque fois qu'il y a eu un souhait de nommer une place, un lieu symbolique d'une commune, au nom de François Mitterrand, personne dans l'opposition et la famille politique que je représente se serait permis de faire une telle démarche telle que vous venez de la faire. Vos propos, monsieur Grèce, m'ont laissé parfois un drôle de relais. Les propos où vous faites des allusions nauséabondes. Je vous le dis, nauséabondes. Et vous voyez, autant j'aurais pu entendre, oui, sur, quand vous dites, vous êtes constructif, après avoir tenu les propos que vous avez tenus, vous mettez votre interlocuteur dans une situation presque de colère, et après vous venez parler de construction
et de partager quelque chose. Oui, votre idée de construction était très belle. Mais maintenant, vous voyez, autant je l'aurais accueilli avec des propos un peu moins violents, avec beaucoup d'intérêt, autant là, j'y suis beaucoup moins favorable. Mais encore une fois, je réagis là sous l'impulsion de la colère, des propos que vous avez tenus, et encore une fois, qui me semblent totalement inappropriés par rapport à notre sujet. Et je vous le dis, et je termine là-dessus, j'espère que jamais personne, dans la famille que je représente, ne s'est permis d'avoir des propos comme cela à chaque fois qu'il a fallu nommer une place ou un lieu. Et je prends en symbole le dernier président socialiste, et notamment François Mitterrand. J'espère que personne ne s'est permis ça. Oui, je vous le confirme, bien évidemment, que nous allons trouver une solution, enfin que nous allons trouver un lieu pour, bien évidemment, rendre hommage à notre ancien cher maire Jean-Michel Guerre. Et puis, enfin, on peut ne pas être d'accord. Ok, vous n'êtes pas d'accord, il y a une majorité qui s'exprime à la fin d'une délibération à travers des votes, et c'est exactement ce que nous allons faire. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le sujet? Est-ce qu'il y a des votes contre? Contre? Pardon. Alors, je vais regarder, parce que M. Bonjean m'avait donné une petite liste quand même. M. Bonjean vote contre aussi. Non, pardon, abstention. S'abstient sur la dénomination du. Est-ce qu'il y a des abstentions? Délibération adoptée, je vous remercie. Donc, cette fois, nous voici dans la délibération numéro 8. Et donc, c'est cette fameuse dissimulation des réseaux avenue de Vichy pour 315 000 €. Avant de donner la parole, je voudrais profiter de cette occasion pour annoncer deux très bonnes nouvelles. Enfin, au moins une très bonne nouvelle. La participation du SDE, on le voit bien. Heureusement que nous avons le SDE, parce que, encore une fois, 315 000 € de coûts pour enfouir les réseaux, reste à charge à la collectivité 95 000 €. Et c'est là, bien évidemment, encore une fois, où on se rend compte de l'importance de ce SDE dans l'accompagnement de nos projets. La bonne nouvelle, c'est que dans le cadre de l'enfouissement de ces réseaux de l'avenue de Vichy, nous avions, rappelez-vous, une très grande crainte, c'est que cette avenue qui va nécessiter 2 ans de travaux allait être complètement polluée entre l'enfouissement des réseaux et la réfection de l'avenue de Vichy. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé, entre les services techniques de la ville, et j'en félicite, et je félicite notamment notre directeur de services techniques, Pierre Brugiron, parce que là, pour le compte, son ancienne fonction de directeur régional de chez Eiffage a pris tout son sens, puisqu'il connaît bien le monde de la route et des enfouissements de réseau et de la route. Eh bien, nous avons trouvé une solution pour que l'enfouissement de ces réseaux ne perturbe, j'allais dire absolument pas, mais peut-être que je m'emporte, pas trop, la circulation pendant 1 an. Je m'explique. Ça veut dire que les réseaux, quand vous descendez l'avenue de Vichy, pont de Boussanges, rond-point de Boussanges, rond-point de la République, l'enfouissement des réseaux se fera sur la gauche. Ça veut dire que nous allons décaler la circulation, puisque l'avenue de Vichy, et c'était un peu sa particularité, est très large, sur la droite de l'avenue, et ce qui veut dire que pendant toute la durée de ces enfouissements de réseau, nous serons sur une circulation à double sens. Vous le savez, je l'avais dit largement pendant ces conseils municipaux, notamment que j'avais demandé aux entreprises que nous trouvions toutes les solutions pour perturber le moins possible la circulation sur notre agglomération. Bien évidemment, c'est qu'à un moment, premier chantier, on me dit qu'il faut fermer l'avenue pendant 15 jours puisqu'il faut traverser le rond-point. La collectivité, et Dieu sait que ce n'est pas facile pour nous avec nos contraintes budgétaires, a investi 38 000 €. Vous l'avez peut-être vu sur le rond-point de Boussanges, qui a été en partie réaménagé pour laisser un espace de double entrée sur le rond-point, pour que même dans cette première phase de travaux, il n'y ait pas de perturbation pour les nombreux automobilistes qui rentrent sur notre agglomération tous les jours. L'avenue de Vichy, c'est 15 000 véhicules jour, et notamment les nombreux Belrivoises et Belrivois qui ont besoin de se rendre, notamment via le RD6. Dans la solution que nous avions, on fermait le rond-point pour rentrer dans Bellerie. Vous vous rendez compte qu'il aurait peut-être fallu passer par Vichy ou prendre le contournement sud, ce qui nous paraissait totalement inapproprié, de surcroît avec un gasoil à 2 € actuellement. Et je ne parle même pas de l'impact environnemental sur le sujet. Donc la bonne nouvelle qu'il faut retenir ce soir, c'est 1, nous n'aurons pas trop
de désagréments en matière de circulation pendant toute la période d'enfouissement des réseaux. Je voudrais féliciter aussi le cabinet Trutman qui a fait un travail extraordinaire là aussi en matière d'enquête pour arriver à ce résultat. Alors attendez, j'ai perdu le fil de ma présentation. Un, c'était de ne pas perturber la circulation. Et le 2, eh bien, je l'ai perdu, mais je vais le retrouver. Je vais laisser en attendant la parole à Alain qui va nous présenter un peu en détail cette délibération et notamment la participation de nos amis du SDE. Et peut-être expliquer à Alain ce qu'on va enfouir dans ce réseau. Ouais. Donc, les travaux consistent à la reprise des branchements d'alimentation des riverains, électricité et télécom, avec le génie civil, le déroulage de câbles, ainsi que la pose des chambres de tirage nécessaires, la dépose des réseaux existants. Vous avez tout le détail en dessous des travaux qui vont s'effectuer, donc c'est ce que je viens de vous dire. Le montant total estimé est de 315 000 €, comme l'a dit notre maire. Il reste à notre charge 94 500 €, soit 30% du montant total. C'est-à-dire que le SDE nous finance à 70%. Il n'y a pas grand-chose à ajouter sur... Merci Alain. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. C'est un des premiers volets de ce grand projet structurant de l'aménagement de l'avenue de Vichy. Je vous rappelle, le projet à plus de 3,5 millions d'euros. Et on commence par cette première étape de l'enfouissement des réseaux. Eh bien, et la prochaine question, ça suit. Quand on a enfoui les réseaux, il y a l'éclairage public qui est lié à la dissimulation des réseaux de l'avenue de Vichy. Donc, fourniture et pose de 22 candélabres, mât acier, galvanisé, cylindro conique, hauteur de 8 mètres, équipé d'une trousse avancée, 1,50 m et de lanternes type Comatelec. C'est déjà ce qu'on a sur les candélabres qu'on a rechangé, avec un abaissement à 50% sur le créneau minuit 5 heures. C'est déjà ce qu'on a sur les candélabres à LED qu'on a rénové depuis 2017 maintenant. Et le RAL 7016 qui est important aussi. Donc là on a un coût estimatif à 77 040 et notre parc communal est à 50 075, ça représente 65% du coût total. Donc participation du SDE, 35% aussi. C'est tout ce que je peux dire sur ces... Merci Alain, et Alain l'a dit, mais je renfonce le clou. On a choisi, on était sur une ligne, sur des candélabres depuis 2017, que l'on change dans la commune, que vous voyez fleurir partout dans la commune. Eh bien, on a gardé la même logique et la même stratégie sur cette avenue de Vichy, qu'il y ait de la cohérence dans nos aménagements. Je dois aussi rappeler que le fabricant de ces candélabres n'est autre que l'entreprise Valmont, et là aussi, un moyen efficace de faire travailler nos entreprises locales dans le cadre de ces investissements et de ces plans de relance portés par la collectivité de Bellerive. Je vous propose qu'on vote la première délibération, vous voulez qu'on présente les deux délibérations en même temps pour garder toute la cohérence. Donc sur la délibération numéro 8, dissimulation des réseaux, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Délibération adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Et sur la question numéro 9, J'ai juste une petite question sur la délibération 9, mais c'est vraiment juste un point technique, il n'y en a pas pour longtemps. Habituellement, M. Villeneuve, on paye sur 10 ans, puis vous nous chiffrez l'économie que ça génère, et en général, c'est gagnant pour la... On économise plus qu'on dépense en annualité. Ça doit être marqué par là, sur les notes. Ça doit être marqué à la fin, non? Non, il y a le montant de l'annualité. Non, on a 50, ouais, on a 50, ça veut dire qu'en gros le LED c'est 50% de moins, mais après je suis pas sûr qu'on soit en capacité à, quand on fait le calcul de l'éclairage public, à définir sur l'avenue de Vichy. Parfois c'est un autre problème là, parce que le maître d'œuvre c'est l'agglo là. Donc on n'a pas le plan de financement là-dessus. C'est pas la commune, enfin nous on a pris en charge, on s'est battu pour que ce soit le maître d'ouvrage, le SDE, mais le maître d'œuvre, c'est l'agglomération.
Et vous, ce que vous Il va vouliez, y avoir partie payée par l'agglomération et à charge pour nous de payer notre partie à l'agglomération. C'est sur les économies d'énergie. Ah, c'est sur les économies, oui, c'est sur les économies. C'est sur les économies. Vous nous dites, ça nous coûte 5 000 et on économise 7 000. Ouais. Donc au final, on gagne 2 000. Là, j'ai pas le tableau. Dès que je l'ai, je vous en fais pas. Super. Je le demanderai. Merci d'avance. Ok, délibération numéro 9. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Délibération adoptée. Je vous remercie. Deuxième projet structurant, là aussi, deuxième gros projet du mandat, la maison des associations. Et là, comme je vous l'avais dit, hein, on a largement présenté l'avant-projet sommaire entre des commissions, on a fait des réunions diverses et variées avec l'ensemble des acteurs, bien évidemment les élus, mais aussi et surtout les associations, celles et ceux qui vont utiliser demain ce nouvel outil public. Donc on a aujourd'hui cette délibération pour expliquer que nous étions partis sur un projet au départ à 2 083 000 € et que aujourd'hui, dans cet avant-projet définitif, nous sommes à 2 366 000 €. J'allais dire tout peser, parce que vous connaissez notre volonté de ne pas déraper en matière de budget. Et malheureusement, là, on s'aperçoit qu'on est sur du plus 15% par rapport à notre prévision. Et là, très sincèrement, au-delà, mes chers collègues, et notamment, je pense, aux collègues de l'opposition, j'aimerais avoir votre avis sur ce dérapage de 15% que nous estimons, nous, dans la conjoncture actuelle, dans la limite du raisonnable, mais on va se dire les choses. On sait très bien que là, on est dans l'estimatif. Aujourd'hui, vous le savez comme moi, on annonce des dérapages budgétaires entre 20 et 30% sur le coût des travaux. Et la question que je pose là, aujourd'hui, 15%, est-ce que pour vous, ça semble un delta raisonnable? Et qu'est-ce qu'on fait si demain, à l'ouverture des plis, on s'aperçoit qu'il y a une envolée de tarifs? Alors, dans certains cas, qu'est-ce qu'on fait? On réduit la voilure des travaux, c'est-à-dire qu'on va oublier de faire l'intérieur, parce qu'on va concentrer l'ensemble des moyens sur la coque, ou on se dit, comme beaucoup de ménages pourraient le faire, la facture des travaux est trop élevée, nous reportons. Parce qu'au fond, c'est peut-être ça dont il s'agit, c'est de se dire à un moment, si la facture est véritablement trop élevée et que l'envolée des prix est trop importante, qu'est-ce que nous faisons? De toute manière, si ça ne va pas redescendre avant quelques années, je pense. Donc, de toute manière, ça va faire qu'augmenter les prix. Hein. Si oui, mais à un moment se posera forcément la question pour les collectivités territoriales, jusqu'où on peut, quand on va ouvrir les plis, alors c'est vrai qu'on a la possibilité de rendre le marché infructueux, hein, s'il dérape, mais c'est véritablement, c'est vraisemblablement ce que nous allons faire. Ça veut dire quoi, tout simplement? Ça veut dire que, je crois qu'il faut qu'on se regarde tous dans le blanc des yeux et se dire là, aujourd'hui, si l'envolée des prix est trop excessive, eh bien, il y a des moments, des projets qu'il faudra savoir reporter. Et je sais toute la difficulté de ce que ça représente, hein. Ça peut nous amener à une logique de récession, puisque si ce que fait le maire de Bellerive, tous les maires de l'agglomération notamment le font, j'ai interpellé la présidente de l'AMF sur le sujet pour aujourd'hui dire aux entreprises attention à ce que les dérapages ne soient pas trop importants, puisque vous imaginez bien que, regardez, 15% de dérapage, 300 000 € pour une commune comme Bellerive. Et 300 000 €, on sait ce que ça représente dans un budget comme le nôtre. Donc si nous acceptions et si nous regardions des envolées budgétaires, il est bien évident que de toute façon les marchés seraient infructueux les uns derrière les autres et ça nous amènerait dans l'avenir à reporter les projets. Mais je crois qu'il faut se dire aussi que c'est juste un peu de bon sens. D'un autre côté,
D'un autre côté, les entreprises, elles n'ont pas intérêt à trop augmenter parce qu'il faut faire. C'est bien ça le message qu'on doit faire passer. C'est un autre problème. Parce qu'on sait que, je sais, c'est exactement, et tu as raison, et c'est le message qu'on souhaitait faire passer, parce que, il faut savoir se dire les choses aussi, hein. On l'a vu sur les douves, rappelez-vous les douves, hein. On avait une première pesée à 420 000 sur un budget de 300 000, et en fait on était sur du 8% d'augmentation, ce qui là pour le compte était dans le raisonnable et qu'on a accepté. Et donc il y a un moment, c'est tout le message que je souhaitais et que nous souhaitions faire passer à travers l'AMF, de dire aux entrepreneurs, attention à ne pas trop tirer sur la ficelle, parce que là aussi, il faut se dire les choses, hein, la crise, elle a parfois un peu le dos large, de vous à moi. On le voit bien sur les envolées de prix. Donc c'est pour ça qu'il faut dire attention aux uns et aux autres, vigilance, pertinence sur la façon dont on pratique les prix, et surtout ne pas faire en sorte qu'on nous amène dans une logique d'arrêter les projets, dans une logique in fine de récession. D'autant plus, je voudrais préciser quelque chose, pour arriver au chiffrage de 2 366 000 euros, on en a enlevé. On en a quand même déjà enlevé une bonne partie. On a enlevé pour 116 000 euros au niveau des habillages qui devaient entourer les fenêtres par de la boiserie, avec certaines décorations qui étaient côté est, mais qui étaient côté parking, côté des sapeurs-pompiers, façade que personne ne verra de toute façon. Donc il a été décidé de remplacer ces boiseries par des enduits, d'où une économie de 116 000 euros quand même. On a retrouvé également 185 000 euros d'économie, 125 000 euros pour la suppression des volets roulants et 60 000 euros pour le passage des ouvertures des menuiseries aluminium. On les a remplacées par des menuiseries PVC. Alors, il y a déjà quand même quelques économies de réaliser. Bon, il semblerait quand même que l'architecte soit un peu plus optimiste. Maintenant, c'est vrai que tant que les marchés ne sont pas ouverts, on peut toujours avoir cette épée de Damoclès, savoir qu'est-ce qu'on fait, comme a dit le maire tout à l'heure. Est-ce qu'on rend dans un premier temps le bâtiment hors d'eau, hors d'air, avec une isolation qui va bien, et puis passer après en une deuxième phase pour faire la construction intérieure. C'est bien résumé. C'est très bien résumé, mon cher Bernard. Mais enfin, toi, tu avais bien résumé précédemment. Mais c'est important de rappeler que pour arriver quand même déjà à ce montant de 2 366 000 euros, il a fallu faire des coupes à la hache. Et on a fait des coupes à la hache. Et c'est vrai que c'est toute la difficulté aujourd'hui, et tu l'as très bien expliqué, on a fait beaucoup d'économies, mais on reste quand même au-dessus de l'enveloppe que nous avions prévue. Mais je crois que c'est le montant raisonnable des travaux, mais de toute façon, je réunirai certainement, on réunira une commission au moment de l'ouverture des prix, et si on se rend compte que l'envolée des prix est telle que ça nous amène à revoir nos positions, je réunirai les élus du Conseil et nous prendrons une décision collective sur ce que nous faisons, puisqu'il y a en gros deux pistes, c'est de se concentrer, comme le disait Bernard, soit sur le mettre hors d'eau, hors d'air et isoler le bâtiment, et puis revoir un peu plus tard. Ceci dit, c'est vrai qu'il faut être très vigilant sur les prix lorsqu'il y aura le marché, parce qu'il ne faut pas acheter non plus des prix, il faut acheter également de la qualité. J'ai un constructeur qui m'a dit, qui m'a raconté cette anecdote il n'y a pas tellement longtemps, sur un marché relativement important de maçonnerie. Il était très bien placé, il savait qu'il était très bien placé, il avait fait des efforts. Il y a un concurrent qui a baissé les prix de 16%. Il y a beaucoup de professionnels qui se posent la question de savoir si ce chantier ira réellement au bout. Voilà. C'est d'autres problématiques. C'est d'autres problématiques qui se greffent. Très juste. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce projet, cette délibération? Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Délibération adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Plateau d'économie sportive, échange avec Vichy. C'est moi aussi. J'ai perdu mon pardon. Excusez-moi, le 10. Donc, plateau d'économie sportive, c'est l'ancien Michel, donc c'est moi. Mais là, on est dans le cadre du plateau du pôle sport de Bellerive. On est sur des échanges de parcelles entre Vichy et Bellerive.
Des échanges de parcelles. Pourquoi on a fait des échanges de parcelles? Puisque dans la logique de ce pôle sport qui est co-construit, co-financé entre Vichy, la communauté d'agglomération et Bellerive, eh bien, pour que nos partenaires puissent construire, notamment, je pense aux futurs vestiaires, aux terrains synthétiques et autres, il fallait qu'ils soient bien évidemment propriétaires d'un certain nombre de parcelles. Donc nous avons procédé à l'intérieur de ce pôle sport à un échange de parcelles. Moi, très sincèrement, je voudrais vous dire toute ma satisfaction, et je me souviens du début des discussions quand on parlait de ce pôle sport, réunir sur un même plateau sportif les équipes de foot, rien que les équipes de foot déjà de Vichy et Bellerive, ce qui n'était pas simple. Beaucoup de collectivités, beaucoup de mes prédécesseurs qui sont essayés et ça a été compliqué. Et là, moi, encore une fois, je voudrais profiter de cette occasion et de ce conseil municipal pour féliciter vraiment le bon esprit qui a été celui de nos présidents d'association pour travailler de concert sur ce projet de pôle sport. Quand on y regarde aujourd'hui de plus près le fonctionnement, il fonctionne parfaitement bien, puisque aujourd'hui nos équipes s'entraînent dans des installations et sur des installations complètement hors normes. Je pense à nos footballeurs de Bellerive, qui ont aujourd'hui notamment le plaisir de jouer sur des terrains synthétiques. Et s'il n'y avait pas eu cette logique d'échange avec trois partenaires qui avaient une véritable volonté d'avancer ensemble, eh bien jamais nos sportifs auraient pu s'entraîner sur des terrains de cette qualité. Je dis bien sur la rive gauche de l'Allier et côté Bellerive. Nous avons une installation qui est absolument magnifique. Je rappelle que pour la collectivité de Bellerive, ça va coûter 3 fois 66 000 euros. 3 fois 66 000 euros sur un budget d'un peu plus de 3,5 millions. À ces 3 fois 70 000 euros, il faut additionner les 70 000 euros de delta que nous avons sur les cessions foncières entre la ville de Vichy et la ville de Bellerive. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette vidéo? J'ai deux questions auxquelles vous avez un peu partiellement répondu, mais il y a effectivement quand même un delta de 12 000 m² entre les deux parcelles. C'est quand même relativement important, indépendamment de ce que l'agglomération peut donner en contrepartie sur des investissements et autres, qui de toute façon se seraient faits, indépendamment de la cession ou pas. Donc comment est-ce qu'on explique qu'on fasse entre guillemets cadeau de 12 000 m²? Ah non, non, c'est pas cadeau. Hein. Comme je vous l'ai dit, ce qui est rentré dans la participation de la collectivité, on a inscrit trois lignes budgétaires sur 3 budgets de 66 000 euros. C'est la participation de la collectivité. Et dans cette participation a été intégré le delta de 70 000 euros, puisque le delta entre le volume, les 12 000 m², ça équivaut à 100 000 euros, d'accord? Et en fait, nous, on récupère une parcelle de 30 000. Donc, en gros, il y a un delta de 70 000 positif. Ce delta a été intégré au montant. Si nous n'avions pas eu ce delta de 70 000, eh bien, ça aurait été 3 fois, enfin, ces 70 000 auraient été divisés sur l'enveloppe à régler et la participation avec la communauté d'agglomération. Donc là, on l'a transformé en foncier. Ce qui veut dire aussi que c'est... Comme c'est indiqué sans source, il n'est pas indiqué dans la délibération que c'est compensé dans une autre... Ah non, mais c'était compensé dans ce dispositif-là. Oui, mais comme dans la délibération, il y a marqué que cet échange est réalisé sans source, comme c'est pas mentionné que c'est intégré dans un autre dispositif, d'où l'interrogation. Ça n'est pas intégré dans un autre dispositif. Dans la philosophie que nous avions mis en place avec l'agglomération, il y avait cette répartition. C'est quelle répartition? Oui, c'est ce que j'appelle un dispositif. C'est pas un dispositif, c'est une clé de répartition. Oui, pas sur les mots, mais c'est l'idée. Et comme il y avait indiqué sans soute, qui veut dire sans contrepartie financière, et du coup, ça peut peut-être répondre à la question 2, qui est pourquoi est-ce que l'avis du pôle d'évaluation domaniale de la DGFiP s'était opposé à ça, puisque la délibération est justement de déroger à l'avis du pôle d'évaluation domaniale. Je ne sais pas, Sébastien, on a des infos là-dessus. Je ne veux pas de... On peut déroger à l'avis du pôle d'évaluation domaniale à condition de le motiver. Tout simplement, les motivations sont exposées. La question c'est pourquoi est-ce qu'ils étaient opposés? Parce que. Pourquoi ils étaient opposés à cet échange? Ouais. Parce que l'échange financier du foncier est pas juste, n'est pas équilibré. D'accord. Voilà. Les raisons après, à côté de cet échange, sont exposées, mais le pôle d'évaluation domaniale ne pouvait pas faire autrement que de donner son refus à cet échange. 100 et 30, pour eux, c'est pas, voilà, c'est pas équilibré. Ouais, c'est pas équilibré.
Bah, c'est Mais- pour ça mais- que comme c'est marqué sans soude, donc ils font plus ça, j'imagine. Voilà, mais comme ils n'ont pas à tenir compte à côté des autres échanges et aux investissements d'agglomération, etc., voilà, eux, ils sont obligés de donner un refus à cet échange. Ok, merci. On est sur un projet, le pôle sport, à 3 millions, Pas loin de 4. pas loin de 4 millions d'euros. Et aussi, quand on regarde ce qu'on a récupéré comme terrain, c'est des terrains qui vont au bout de notre terrain de Mayotte. Hein, puisque je rappelle que dans la philosophie et dans la stratégie de ce pôle, c'est qu'on reste chacun reste maître de sa chapelle. Ça veut dire que les terrains de Bellerive appartiennent toujours à Bellerive. Ce qu'on a récupéré là, c'est toute la partie qui va au bout de notre terrain de Mayotte jusqu'à la rue. La nouvelle voie. La rue. Non. La nouvelle voie. Rue Génie. C'est la suite de la rue Génie. Donc c'est toute cette partie de parcelle qui va au bout de notre terrain de Mayotte. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien là nous sommes sur l'acquisition de la parcelle cadastrée, les parcelles cadastrées. Oui, ça serait bien pour la vote, c'est le délit. Ouais, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Délibération adoptée, je vous remercie. Délibération numéro 12, acquisition d'une parcelle AI115 et AI114 à Bellerive-sur-Allier auprès de SCMFP pour la création d'un cheminement doux. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le cadre des amendes police. Donc là, on est dans le cadre de la transformation, comme c'est expliqué dans la délibération, transformation de la place de la source intermittente, dans l'engagement du renouvellement urbain de la source intermittente, dans un aménagement de liaison agréable pour faciliter les modes de déplacement doux et notamment les déplacements à vélo. Et dans une logique aussi de faciliter des modes marchands, hein, permettre notamment à nos Bellerivois, aux touristes qui se baladent sur les berges de l'Allier, de plus facilement rentrer dans ce futur nouveau centre-ville, centre-bourg, qui là aussi sera aménagé dans le cadre de ces grands projets qui vont être portés par la collectivité. Je rappelle, avenue de Vichy et réaménagement de la place de la source intermittente. Nous allons donc je vous propose d'acquérir une partie des biens cadastrés 115 et 114 de Bellerive d'une surface de 857 m² auprès de la SCIMFP et à ses ayants droit au prix de 12 426 €. C'est brûle pour point le montant qui avait été évalué quand on a fait les acquisitions du côté de Janzay. Et le Janzay, on est à quelques centaines de mètres à peine de là où on fait cette acquisition. Vous avez derrière un pré-projet d'aménagement d'ailleurs, quand on vous a joint pour se rendre compte un petit peu de ce que pourrait donner ce futur aménagement. Vous avez côté droit de la feuille, vous êtes sur Picard, le bâtiment en gris, et vous avez à l'autre bout de ce cheminement ce qui nous amènera directement sur le parking du Sporting, et donc directement à l'entrée du Sporting, du futur centre régional d'entraînement de tennis sur terre battue, et bien évidemment sur les berges nos Bellerive d'Allier ensuite. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Délibération adoptée. Je vous remercie. Délibération numéro 13. Vente d'une bande de terrain de parcelle cadastrée AZ 518 située dans le lotissement du Briandet. Et bien là aussi, demande d'un riverain d'acquérir 42 m². On va dire les choses très clairement, c'était pour faciliter l'entretien de son terrain. Et nous, ça permettra à nos espaces verts d'avoir 42 m² de terrain en moins à entretenir. Donc on est sur du terrain constructible, donc qui a été évalué à 50 € le mètre, et nous sommes sur un montant de 2100 € d'achat à la collectivité. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération?
Pas de questions. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Délibération adoptée, je vous remercie. Question numéro 14. Question qui a fait beaucoup réagir à l'occasion des commissions et je pense que ça va engager un débat. Je ne sais pas pourquoi mon petit doigt me dit que ça va engager un débat. Je vois la journaliste, elle a décapuchonné le stylo, elle est prête. Donc, délibération. Avant de donner la parole à Françoise qui va vous présenter cette délibération, je voudrais faire un mot d'introduction sur les tarifs municipaux. Je l'ai annoncé à l'occasion du dernier conseil municipal de mars dernier. Vous le savez, les collectivités territoriales et Belrive n'échappent pas à la règle, sont confrontées aujourd'hui à une difficulté évidente budgétaire et notamment en ce qui concerne l'énergie. Je le rappelle, avec la crise en Ukraine, vous l'avez vu, hein, vous avez consulté la presse comme moi, avec la crise en Ukraine, on a des envolées de prix sur le plan énergétique. Belrive n'échappe pas à la règle. Et nous avons, dès mars, dès le conseil de mars, je vous ai indiqué que nous allions prendre un certain nombre de décisions. La première décision qui a été prise, c'est que nous avons coupé le chauffage dans l'ensemble des bâtiments publics quasiment un mois avant la date qui était prévue, pour faire des économies budgétaires. La deuxième décision que j'avais annoncée à l'occasion de ce conseil, c'est que nous envisageons, et nous sommes en train d'étudier, et d'ailleurs j'ai eu à travers Alain et le SDE, on a eu un rapport qui nous a été remis, d'ailleurs sur lequel on va pouvoir travailler de façon très efficace, réfléchir à la possibilité de couper l'éclairage public entre minuit et 5 heures du matin, en laissant éclairer les grandes artères indispensables qui doivent le rester pour des raisons de sécurité routière aussi. Je rappelle l'étape de Vichy, l'avenue Fernand-Berger, la rue Cavie et le RD6. Si je peux me permettre, c'est déjà l'existant avec l'éclairage LED. Hein. On a déjà sur ces artères-là... Minuit et 5 heures, hein. 50%. Mais ça baisse à 50%. Ouais, mais et déjà sur ces artères-là, on est déjà en LED. Donc c'est, à la limite, même si on les laisse allumer, ça nous coûtera beaucoup moins cher. En tous les cas... Parce qu'attention au vol de câble aussi. Dans le Puy-de-Dôme, il y a eu 12 communes. Et après, ça coûte cher pour se faire payer les travaux. Parce qu'il n'y a pas d'assurance. La question, effectivement, avait été posée. Il faudra que nous trouvions des solutions. Qu'est-ce que font un certain nombre de collectivités aujourd'hui? Vous l'avez vu, vous l'avez lu. Certaines collectivités, pour payer la facture, ont décidé d'augmenter les impôts. Dans certains cas, j'ai vu que la fiscalité s'est envolée dans certaines villes en France de plus 15%. Vous avez vu également qu'un certain nombre de maires, de collectivités territoriales, ont annoncé que, notamment pendant l'été, on ne chauffera pas les piscines publiques. Parce que là aussi, le coût du chauffage est tel qu'aujourd'hui, là aussi, il faut aller chercher des économies. Vous avez compris, et je l'ai dit, c'est un choix de la collectivité, c'est un choix stratégique de la collectivité. Nous avons choisi et décidé de ne pas augmenter la collectivité. Pourquoi? Parce que la collectivité plomberait l'attractivité de notre ville. Et nous avons aujourd'hui besoin de cette attractivité pour faire venir des nouveaux habitants. Et c'est les nouveaux habitants qui viennent s'installer dans notre commune qui génèrent la recette dynamique indispensable à l'évolution de notre budget. Donc, on a choisi aujourd'hui, là aussi, pour faire suite au Conseil de mars, de faire payer le service public à ceux qui l'utilisent. Je vous le rappelle, mes chers collègues, que là où nous avons fait des augmentations, notamment, je pense, en matière de culture et en matière de sport-vacances, pour la cantine, c'est un autre débat, mais j'y viendrai. La cantine aussi va être augmentée. Mais là, pour le compte, ce n'est pas forcément lié qu'à ça, puisque c'est lié au plan d'alimentation territoriale. Je vais faire la transition tout de suite sur la cantine. Sur le plan d'alimentation territoriale, je suis surpris que la question ait été posée à l'occasion des commissions, puisque, témoin d'un doute, ça tombe bien, tous les conseils sont retransmis, et ce n'est pas la première fois qu'on parle du plan d'alimentation territoriale. Mais, comme je sais que pour bien comprendre, il faut faire beaucoup de pédagogie, je vais refaire la pédagogie sur le plan d'alimentation territoriale et sur ce qui nous a amené, on va parler de cette première augmentation, sur la cantine. On a choisi de revoir complètement notre fonctionnement en matière de cantine. Aujourd'hui, on passe par de la cuisine industrielle pour nourrir nos enfants.
on a choisi de revoir complètement cette stratégie dans le cadre d'un projet qui s'appelle le plan d'alimentation territoriale de la communauté d'agglomération. Pour ce faire, on a choisi non plus de passer par de la fabrication industrielle pour nourrir nos enfants, mais par une fabrication de proximité. On va passer par la cuisine centrale de Cusset. On a un outil à Cusset pour préparer les repas. Et de l'autre côté, depuis un certain nombre d'années, on est en train de réfléchir à comment on va pouvoir travailler avec nos producteurs locaux, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, générer des circuits courts, alimenter notre cuisine territoriale pour mieux nourrir nos enfants. Voilà la démarche qui a été engagée. Je prends l'exemple de nos amis de Cusset, et vous l'avez remarqué depuis de quelques années, qui font ce qu'on appelle une fête de la ruralité, puisque l'élu de la communauté d'agglomération qui porte ce projet, Bertrand Belloc, qui porte ce merveilleux projet d'alimentation territoriale, est élu à Cusset, et bien évidemment pour concrètement porter le dispositif dont je viens de vous parler, eh bien Bertrand a créé des ponts, des relations, en tous les cas, toutes les solutions de circuits courts que l'on pourrait trouver avec nos producteurs locaux, et c'est une des raisons pour lesquelles on se retrouve tous les ans à Cusset dans le cadre de cette fête de la ruralité. Ce projet, ça fait 1 an qu'on le présente à tous les conseils d'école avec Françoise. Je cherche Françoise. Allez, avec Françoise, dans tous les conseils d'école. Et vous savez quoi? Eh bien, c'est que la bonne nouvelle, on est pour se dire qu'on est à peu près dans la même ligne, tous les parents et dans tous les conseils d'école à qui on l'a présenté, cette solution a paru complètement judicieuse pour l'ensemble des parents. Mieux nourrir les enfants, travailler à sortir de la malbouffe, acculturer nos enfants à une nouvelle façon de se nourrir, et notamment avec des produits de saison et des produits locaux. Voilà les objectifs de ce plan d'alimentation territoriale que nous proposons, et notamment à travers la cantine. Oui, on a expliqué aux parents qu'il y allait avoir 2 contraintes. La première, c'est quand on veut faire meilleur, forcément, ça coûte un peu plus cher. Et les tarifs vont augmenter. En gros, on est aujourd'hui sur un repas de cantine à 3,30 €, et il faudra certainement passer entre 4,30 € et 4,50 €, in fine, sur le coût des repas. Le prix du repas sera exactement le même à Vichy, à Cusset, à Bellerive, pour pas qu'il y ait de Vichy, Cusset, Bellerive, qui sont les 3 premières communes à travailler avec la cuisine centrale. Là aussi, les parents ont compris tout l'intérêt. La deuxième contrainte, c'est que vous avez compris que quand on fait de la cuisine de proximité, eh bien, on n'est plus dans la cuisine industrielle. Donc, on n'aura plus les sempiternels choix, plusieurs entrées, plusieurs plats et plusieurs desserts. On aura un plat, une entrée et un dessert. Là aussi, acculturer les enfants à mieux se nourrir, c'est l'objectif de ce permis. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la cantine. Il y aura un premier volet d'augmentation de 50 centimes cette année, comme on l'a fait dans toutes les collectivités du cœur urbain. Il y en aura un autre l'année prochaine. On va regarder bien évidemment, et ça sera la deuxième phase de réflexion, c'est comment la collectivité participe à l'accompagnement des familles. Mais ça, vous le savez, mes chers collègues, c'est le travail du CCAS. Je ne veux pas court-circuiter le travail du CCAS sur le sujet, qui doit se réunir prochainement. Très prochainement. Et bien évidemment, on abordera le sujet du dispositif qui est préconisé par le CCAS au prochain conseil. Voilà sur le sujet de la cantine. Sur le sujet de la culture. Sur le sujet de la culture. Sur le sujet de la culture, là aussi, une logique assez simple au fond, eh bien c'est les utilisateurs qui payent. Je rappelle que sur la cantine, pour la collectivité, c'est un déficit de 260 000 € tous les ans. Sur la culture, on est sur un déficit de 92 000 €. Et donc, il y a un moment, bien évidemment, le bon sens, c'est de demander à celles et ceux qui apprécient le plus la culture, qui la vivent et qui la consomment, eh bien, de participer à l'effort. Idem sur la logique, à un moment de sport-vacances, où là aussi, nos tarifs étaient très en deçà de ce qui se pratique sur la communauté d'agglomération. On est sur des tarifs, on est sur une augmentation de tarifs pour sport-vacances de 23,50 à 28, ce qui fait 5 € d'augmentation par semaine, 1 € par jour. 1 € par jour. J'ai lu sur le compte-rendu de commission
que vous auriez souhaité que l'augmentation soit beaucoup plus forte pour les extérieurs et quasiment nulle sur les Bellerivois. On a fait le choix, j'ai entendu cette réflexion, qui est pertinente, et vous verrez qu'on va l'appliquer. On a entendu que, oui, il fallait peut-être augmenter plus fortement sur les extérieurs. C'est ce que nous ferons l'année prochaine si nous n'avons pas eu d'amélioration sur le coût énergétique des collectivités notamment, puisque je crois qu'on continue cette dynamique tant que nous n'aurons pas stabilisé budgétairement le coût de cette augmentation, dont aujourd'hui on ne sait pas très bien où on va. On navigue un peu, pour rien vous cacher, sur le sujet au doigt mouillé. J'en ai dit beaucoup, François, je te laisse. Non, simplement que, comme vous avez dit... Peut-être sur les états d'augmentation, parce que c'est important de rappeler, hein, la culture, on passe de... Ah non, mais la 12 euros culture, c'est Marie-Estelle. Moi, je vais simplement vous donner les tarifs de la cantine, comme vous l'a dit Monsieur le maire, pour augmenter de 50 centimes. Voilà. Et le sport vacances, où on va passer de 23,30 € à 28 € par semaine. Voilà. Donc, c'est simplement pour communiquer les tarifs, puisque toutes les explications vous ont été données. Si vous me permettez, je terminerai là-dessus. Il ne faut pas oublier aussi que budgétairement parlant, on prend de plein fouet, mais tant mieux, on est tous d'accord sur le sujet, l'augmentation du SMIC, plus 6%. Pour la collectivité, 40 000 €. Il va falloir aussi gérer l'augmentation du point d'indice. Et j'appelle de mes voeux, bien évidemment comme vous, M. Grèze et M. Desmoules, que ce point d'indice soit relevé. Mais vous savez très bien comme moi, messieurs, que la bonne logique aurait voulu que l'État compense, mais vous savez très bien comme moi, vous n'êtes pas nus, que l'État ne compensera pas. Et donc là aussi, ça va être une charge pleine par rapport à la collectivité. D'où à un moment, et je termine là-dessus, ce souci de réduire les déficits pour enfin nous permettre de subvenir aux besoins que vont nécessiter l'énergie et les augmenter. Alors sur l'énergie, on n'a pas le choix, il faudra la payer, mais sur les augmentations salariales, non seulement il faudra les payer, mais là aussi, je pense que quand on paye un petit peu plus cher la culture et quand on sait que cette augmentation, elle va rentrer en partie dans la poche des fonctionnaires du service public qui font un merveilleux travail, eh bien je crois qu'on peut aussi accepter. Vous savez, je me retiens ce restaurateur narbonnais qui avait augmenté ses tarifs de 30% et qui a expliqué qu'il a pris un moment l'augmentation sur ses clients, qu'il a réduit ses marges et qu'à un moment, tout le monde a accepté de payer plus, et notamment ses clients, parce qu'il savait que l'augmentation allait dans la poche des salariés. Et je crois que sur le sujet, tout le monde n'est peut-être que d'accord. Marie-Estelle, peut-être sur la culture, et puis après on vous laisse la parole. Oui, alors c'est vrai que les augmentations de tarifs, c'est toujours un élément qui est très polémique. Comme l'a indiqué Monsieur le maire précédemment, et je le rappelle à titre liminaire, il est important quand même de rappeler que les tarifs, que ce soit effectivement au niveau scolaire ou au niveau de la culture, les tarifs n'ont pas augmenté depuis plusieurs années. A contrario, on a subi quand même des augmentations majeures, notamment concernant le cachet des artistes, qui a été augmenté de manière notable suite notamment au Covid, parce qu'ils ont besoin aussi de sécuriser leur spectacle et leur rentrée d'argent, ce qui peut tout à fait s'entendre. Donc la question, c'était de savoir quel allait être le choix qui allait être fait par la commune. Est-ce que ça allait être de réduire véritablement à peau de chagrin les spectacles qu'on allait pouvoir proposer à nos usagers, de manière à limiter aussi un petit peu la casse et les pertes financières qui ont été rappelées par Monsieur le maire, ou est-ce que c'était finalement de proposer une augmentation cohérente, lisible, plus simple, et qui permettrait finalement à tout le monde d'accéder à ces services-là, parce que, en filigrane, la question c'est de savoir si on va éloigner les classes peut-être un peu plus défavorisées de ces spectacles. C'est pas du tout l'objectif de la commune, au contraire. Mais il faut essayer de sécuriser aussi au niveau financier nos engagements. Donc voilà, cette volonté c'est de revaloriser finalement légèrement, parce que si on prend le tableau que vous avez, donc, qui vous a été communiqué, on voit que sur le plein tarif notamment, on augmente de 2,50 € les spectacles classiques, donc c'est une augmentation qui est quand même très raisonnable. Au niveau effectivement du tarif réduit, on est à 3 €, donc c'est à peu près le même ordre d'idée. Au niveau du tarif enfant, on a aussi voulu créer une unité avec notamment les spectacles qui sont proposés dans le cadre de Tintamarre.
parce que ces spectacles, après, vont être lissés sur un tarif de 6 €. Donc on a conservé quand même une gratuité pour les enfants, à savoir donc de 0 à 6 ans. De 6 à 12 ans, on propose ce tarif de 6 € pour être en cohérence aussi avec la communauté d'agglomération. Pour les scolaires, on conserve donc un tarif de 3 €. Pour les sorties famille, donc ça c'est un peu notre particularité aussi sur Bellerive, hein. On avait un tarif anciennement de 6 €, donc on ne le bouge pas, ce tarif on a décidé de le conserver. Au niveau alors, des séances de cinéma, parce qu'on a envie aussi de renouveler un petit peu l'offre culturelle au niveau de Bellerive, donc on a proposé un tarif qui est quand même très minime, hein, de 3 €. Alors après, la vraie nouveauté, c'est la tarification des spectacles tête d'affiche. Puisque aujourd'hui, sur des têtes d'affiche qui se produisaient notamment alors, au Geyser ou à Monzières, on était sur un tarif alors, qui était clairement en deçà de tout ce qui se fait au niveau de l'agglomération. Et alors, je dirais sans parler, alors on va pas se comparer à Clermont parce qu'ils sont sur des montants qui sont astronomiques par rapport à nous, on était sur un montant de 22 €. Alors là, c'est vrai qu'on a décidé de revaloriser de manière un petit peu plus importante puisqu'on passerait sur un tarif de 29 €. Ce tarif, il va être évolutif. Évolutif en fonction de quoi? En fonction de la notoriété en fait, de l'artiste. Parce que ce qu'on a envie aussi, comme je vous l'indiquais précédemment, c'est de renouveler l'offre culturelle et peut-être de proposer aussi des artistes qui seront un peu plus connus sur le territoire de Bellerive. Mais pour cela, évidemment, on ne va pas engager des fonds publics. Donc il faut aussi qu'on lisse la dépense, d'où la possibilité, alors c'est une possibilité qu'on met en place, hein, après on verra quand est-ce qu'on peut mettre à exécution ces projets-là, mais de proposer ces tarifs de 29 à 49 € en fonction de la notoriété de l'artiste. Voilà. J'en aurais terminé. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Desmous, pardon. Merci, monsieur le maire. Alors, juste en préambule, je fais suite à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au changement de prestataire pour la restauration scolaire. On va passer par la cuisine centrale, au lieu du prestataire qui était basé à Montluçon, je crois. Donc effectivement, d'un point de vue écologique, environnemental et puis de bon sens, ça me paraît être une bonne chose. Ça fait 2 ans que vous en parlez. Donc finalement, déjà bravo. Et puis finalement, c'est utile parfois aussi de répéter les choses parce que parfois elles évoluent dans le bon sens. Aujourd'hui, vous nous présentez un document incompréhensible, tant pour les Bellerivois et les Bellerivoises que pour nous, au regard de vos engagements de campagne. Vous nous invitez extrêmement régulièrement depuis 2 ans à relire votre programme pour trouver la source de vos décisions. À plusieurs reprises, pour tout vous avouer, on a relu avec M. Grèce votre document, vos documents de campagne, et nous n'avons pas trouvé trace d'augmentation des tarifs municipaux sur la culture, sur le prix des repas de nos enfants ou encore sur les activités extrascolaires, sport-vacances pour les adolescents. En revanche, en réécoutant vos discours, on a trouvé des engagements sur le refus d'augmenter les impôts ou encore d'avoir au cœur le pouvoir d'achat des Bellerivoises et des Bellerivois. Lors du dernier conseil, vous en faisiez référence tout à l'heure, vous nous disiez qu'il faudrait faire des efforts collectifs. Vous parliez même de sacrifices pour faire des économies, pour éviter les augmentations, par exemple en désherbant nos morceaux de trottoir autour de chez nous. Mais jamais en augmentant les tarifs, et à d'autant plus forte raison sur ces proportions-là, car ce n'est rien d'autre qu'une augmentation déguisée des impôts qu'on vote ce soir. À une différence tout de même, c'est que ces tarifs municipaux, ils ne sont pas progressifs et ils touchent encore plus fortement les plus faibles, en pesant plus fortement sur leur budget que sur les autres familles. Alors, nous avions déjà pris la parole pour dénoncer ce risque lors du débat d'orientation budgétaire et vous nous aviez rassurés sur ce point. Et pourtant, les augmentations sont là et elles ne sont pas petites comme je le disais précédemment. J'ai noté que vous parliez en montant unitaire, en 50 centimes par-ci, 1 € par là, 2,50 € par là. Effectivement, ça peut paraître anecdotique, mais quand on parle en pourcentage, et vous allez le voir un petit peu plus loin, ce n'est pas des petites augmentations.
D'ailleurs, on déplore l'absence de M. Ré ce soir, dont la présence pour nous faire ces annonces et justifier ces augmentations sans précédent aurait été très intéressant. Donc le contexte actuel, il nous appelle avant tout à la responsabilité, et particulièrement sur notre commune. Responsabilité par rapport à l'inflation inédite qui pèse sur nos ménages. Ça fait 40 ans qu'on a plus connu une inflation de ce type-là. Et donc, cette inflation, elle pèse sur tous les ménages, et notamment les plus faibles, comme je le disais. Le prix de l'essence, qui pèse, vous le disiez tout à l'heure aussi, vous le savez, sur tous, et notamment dans nos communes rurales. Et pourquoi je dis que notre commune est particulièrement touchée? Parce que suite aux intempéries, ce sont tous les ménages qui ont ou auront des dépenses supplémentaires et sur qui nous faisons peser une double, voire une triple peine ce soir. Car quand tout augmente, c'est sur la culture qu'on coupe, c'est sur les activités extrascolaires, et grâce à cette délibération, c'est peut-être aussi maintenant sur la restauration scolaire de nos enfants. Quand les études montrent que les ménages n'arrivent déjà plus à acheter de nourriture et réduisent même leurs dépenses d'hygiène, nous avons la responsabilité de ne pas ajouter du mal au mal. Alors, ces augmentations-là, on va parler des plus significatives. On va parler d'abord des tarifs de la culture. Pour les spectacles dits classiques, l'augmentation de tarif pour les moins de 12 ans, c'est 600%. On multiplie par 6. Pour les tarifs réduits, on augmente de 25%. Alors que notre voisine, QC, a présenté à ses élus municipaux son souhait de passer de 18 à 8 euros, ces tarifs de culture, donc une réduction de 50%. Donc visiblement, nous n'avons pas les mêmes priorités que nos voisins sur la culture, qui n'est plus une priorité. Pour les spectacles tête d'affiche, c'est plus de 30% d'augmentation pour le plus bas tarif, sans parler des modulations que Mme Cepero évoquait. Si vous trouviez que les salles n'étaient pas suffisamment remplies, elles le seront encore moins, et ce seront encore les plus précaires qui seront les premiers à les quitter. Concernant 100% sport-vacances, c'est 20% d'augmentation pour un accès au sport, parfois le seul pratiqué par les adolescents, en dehors de l'école. C'est un service qui permet de créer du lien social et de sortir les jeunes de l'isolement pendant les vacances. Vous nous avez expliqué, et vous êtes revenu un petit peu dessus tout à l'heure, que ces augmentations étaient justifiées par le fait que nous étions moins chers que les communes voisines et que nous avions un afflux d'enfants des autres communes. Alors, je réitère la proposition qui vous a été faite en commission. Pourquoi ne pas aligner le tarif extérieur sur celui des communes alentours et laisser le tarif des Bellerivois, des enfants bellerivois, de familles bellerivoises, identique à celui que nous avions actuellement. Concernant la restauration scolaire, augmentation de 50 centimes du prix du repas, tant pour les Bellerivois que les extérieurs, qui nous paraît incompréhensible dans le contexte actuel et qui représente un surcoût de 15%. 15%, qui est insoutenable pour nombre de familles au vu du contexte actuel dont vous faites souvent référence, et à juste titre. Nous vous avons interrogé lors de la commission sur votre souhait d'augmenter ou non les aides du CCAS pour couvrir intégralement et totalement ces augmentations, et nous n'avons pas eu de réponse. Enfin, l'ensemble de ces augmentations représente une recette de 30 000 € sur l'année pour la commune. Quand nous investissons 38 000 € sur un rond-point, plus de 100 000 € pour l'enfouissement de réseaux et des candélabres, plus de 500 000 € tous les ans sur la voirie. Ce montant de 30 000 €, il aurait pu être pris en charge en jouant sur des équilibres budgétaires et à la marge, et non en le faisant peser sur les ménages. Surtout, sur un budget annuel de cantine, avant l'augmentation, supporté par la commune, le reste à charge par la commune de plus de 190 000 €. Mais on se réjouit aussi, toutefois, de voir certains tarifs qui restent figés, comme celui du repas des aînés, comme quoi ça montre bien que quand vous voulez, quand on veut même, prendre en charge, on sait le faire. Et on peut le faire correctement. Lors du vote du budget, vous avez proposé de différer les dépenses de la commune pour assurer le fonctionnement existant. A priori, les frais de cantine, de culture et de sport pour les enfants, eux, ne seront pas différés. Vous voulez,
je vous cite, « Faire payer le service public à ceux qui l'utilisent et vous dirigez ces efforts vers la culture et les activités de nos jeunes. » Alors, je vais être un peu provocateur, volontairement. Pourquoi ne pas faire payer l'usage des routes municipales à ceux qui les utilisent? Puisque cela nous coûte 10 fois plus que les économies réalisées avec les augmentations que vous proposez. Nous vous appelons à revenir à une certaine forme de raison par rapport à ces augmentations. Et puisque vous aimez les citations, je vais vous en dire une qui me tient à cœur et qui m'est très très chère. Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Nous ne sommes pas dans une entreprise commerciale, mais dans un service public et dans un service au public. Ces augmentations, elles sont à rebours de toutes les politiques publiques qui se mettent en place à tous les niveaux et qui ne représentent pas un péril financier pour la commune. Et elles ne sont pas acceptables et il est impensable que nous puissions soutenir une telle proposition et en particulier dans le contexte actuel. Je vous remercie. Le contraire m'aurait étonné. Le contraire m'aurait étonné. Monsieur Grèze, Monsieur Denis, pardon. Quand vous comparez le service public à une entreprise commerciale, alors que je viens de vous dire qu'on fait 240 000 € de déficit sur la cantine, qu'on fait 92 000 € de déficit sur la culture et qu'on fait 20 000 € de déficit sur sport-vacances, ben, il y a un moment aussi. Mais oui, bien sûr, je vous confirme que ce n'est pas du tout pareil. Quand on pratique aujourd'hui, cher monsieur, des augmentations telles que vous les définissez en pourcentage. D'ailleurs, je vais redonner la parole parce que moi, plutôt que de faire des pourcentages qui donnent tout de suite le tournis, moi, je reviens sur des choses simples. 1 € par jour. 1 € par jour. Vous savez, il y avait un célèbre ministre qui disait on va vous faire la maison à 1 € par jour. Donc, c'est un peu ça la même logique. Rappelez ce que c'est 1 € par jour. Encore une fois, j'adore, là aussi, quand vous me dites mais, monsieur le maire, en fait, c'est simple. Prenez de l'investissement et puis balancez-le en fonctionnement. Et vous serez le premier à me dire, mais monsieur le maire, qu'est-ce que vous manquez d'ambition pour votre commune? Parce que vous réduisez la voilure de l'investissement. Et vous m'amènerez à réduire la voilure de l'investissement jusqu'où? Jusqu'où? Jusqu'à ce que tout augmente et puis après on passe tout l'investissement. On ne fait plus l'investissement dans une commune. Eh bien, je crois qu'il faut, permettez-moi de vous le dire, avoir une vision beaucoup plus longue, beaucoup plus lointaine, pour imaginer le fonctionnement d'une ville. Et encore une fois, quand je dis à nos concitoyens aujourd'hui, il faut partager l'effort, il faut accepter qu'à un moment, oui, nous n'aurons plus d'éclairage public entre minuit et 5 h du matin. Oui, il faudra désherber les rues si nous voulons faire des économies, éviter à nos personnels d'aller désherber les 80 km de voirie. Le coût du désherbage pour la commune, c'est 150 000 €. Eh bien, si nous pouvons aller chercher un bout d'économie là-dessus, aussi il faudra aller chercher. Et puis oui, on va demander un certain effort à celles et ceux qui utilisent le service public. Sur la cantine, vous ne pouvez pas me dire, ce que vous me dites au fond, dans les propositions que vous faites, alors vous avez fait 2 propositions. La première, vous voyez, elle est pertinente, je la retiens. De dire à un moment, on va aller chercher plus sur les extérieurs. À partir de l'année prochaine, on le fera. Là aussi. C'était en contrepartie de la baisse pour les Belrivois. Là aussi, messieurs, là aussi, vous savez, depuis 2014, il est fini le temps des barbelés. Il est fini le temps de la dispute entre les maires de cette agglomération. Aujourd'hui, moi, mon plaisir, c'est pas d'aller faire les poches des Vichysois, des Cussétois, des gens de Serval ou d'Autif pour payer tout. J'essaye d'avoir de la cohérence. Sur l'augmentation de la cantine, dans le tableau que vous n'arrivez pas à comprendre, pourquoi vous n'annoncez pas le montant des extérieurs, le prix extérieur de la cantine? Françoise, combien payent les extérieurs qui mangent dans les cantines alors que les gens de Bellerive payent 3,30 €? Combien payent les extérieurs? Ils vont payer 6,55 €. Ils payent presque 2 fois plus. C'était déjà 6,05. Oui, ce que vous me dites, mais il faut les massacrer encore plus. Non. C'est pas notre philosophie. C'est pas ma philosophie, vous l'avez compris. Moi, non, attendez, je termine. On a le même, finalement. Et aujourd'hui, c'est en pourcentage, les enfants belrivois subissent une augmentation de tarifs plus élevée que les enfants extérieurs. Oui, mais ça, monsieur Desmoulins, vous êtes sur vos pourcentages. Je vais terminer.
terminé. Vous êtes sur vos pourcentages, on a compris que vous êtes arc-bouté là-dessus, c'est comme ça que vous pouvez faire le Vous buzz. êtes arc-bouté sur Moi, vos oui, mais moi, vous savez, je suis quelqu'un d'hyper pragmatique. Je compte en euros. Vous savez, il y a plus 50, moins 50, plus 1, moins 1. Je fonctionne comme ça. Parce qu'effectivement, quand vous annoncez un tarif qui passe de 1 euro à 6 euros et que vous annoncez 600%, alors effectivement, vous cherchez à faire le buzz, vous le faites. Mais encore une fois, ramenons la chapelle au milieu du village. Je continue. La seule chose cohérente, vous me proposez ça, effectivement, ça a du sens. On verra plus tard. De l'autre côté, la deuxième, vous me dites, faisons payer l'utilisation de la route par les automobilistes. Eh bien, pourquoi pas? On va mettre un péage sur le pont de Bellerive, et puis on va faire payer toutes celles et ceux qui roulent sur le pont Jacques Chirac. Sur le pont Jacques Chirac. Vous voyez bien que cette proposition... C'est la suite de votre raisonnement. Payer le service à 5 minutes. Je termine. Encore une fois, messieurs, ça n'a aucun sens. Je me rappelle d'une période où j'étais à votre place, et je tenais, à l'époque M. Guerre était ici, et je tenais exactement le même discours sur les augmentations récurrentes tous les ans. Je pense qu'on doit retrouver les comptes rendus de conseil. Sauf que, vous me faites sourire, dans mon bulletin municipal, dans mon programme municipal, oui, je vous le confesse, je n'avais pas prévu la crise du Covid. Oui, je vous le confesse, je n'avais pas prévu la guerre en Ukraine. Oui, je vous le confesse, je n'avais pas prévu l'orage du 4 juin. J'en suis désolé, parce que vous pensez que... Mais en fait, vous comprenez, à travers cette petite anecdote teintée d'humour, qu'on est aussi dans un contexte. Marie-Estelle l'a très justement rappelé. Depuis 2014 jusqu'en 2022, puisque nous n'avions pas de logique de contexte, nous n'avons pas augmenté. Sauf qu'à un moment, je ne veux pas me retrouver le couteau sous la gorge, à n'avoir pas d'autre choix que de faire ce qu'ont fait beaucoup de municipalités, ce qui est certainement plus simple, de mettre un coup de matraquage fiscal de 5 ou 10%. Ça tuerait notre attractivité. Et la dernière chose que je veux faire en tant que maire, c'est tuer l'attractivité de notre commune, qui nous ramènerait dans la spirale infernale de la descente aux enfers. Moins d'habitants, directement derrière moins de commerçants, moins de services publics, parce que forcément on n'a plus besoin du même nombre d'habitants. Moi, vous savez, j'ai un objectif, c'est qu'il y ait plus d'habitants, et notamment avec un objectif chiffré à 10 000 habitants à l'horizon 2026. Et oui, il faut que nous fassions tout ce qui soit en notre capacité pour porter ensemble l'effort collectif nécessaire aujourd'hui, que ce soit pour payer les factures énergétiques, pour payer les augmentations salariales qui vont faire grand bien, parce qu'on en a là aussi beaucoup parlé, vous n'abordez pas le sujet. Comment fait-on pour maintenir aujourd'hui des personnels dans les collectivités territoriales au prix où on les paye? Oui, il faut une augmentation de point d'indice. Bien sûr qu'il la faut, et j'espère qu'elle sera suffisamment forte pour faire en sorte que nos salariés aient envie de rester et envie de faire du service public. Et vous savez très bien comme moi, enfin, que malheureusement, l'État-providence ne vient pas au secours des collectivités territoriales. Et ça, depuis suffisamment longtemps. Hein. Je vous rappelle qu'on a vécu un premier mandat avec des baisses de dotations générales de fonctionnement et un deuxième mandat avec M. Macron qui nous explique que les dotations ne baissent pas. Et quand on regarde dans nos budgets, il y a forcément des baisses. Et encore pire, dans les petites communes et du côté de la montagne bourbonnaise, où les élus, quand on leur explique qu'il n'y a pas de baisse de dotation générale de fonctionnement, je peux vous assurer qu'ils viennent avec chiffres à l'appui et faire la démonstration des baisses. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet. Encore une fois, nous sommes, pour terminer là-dessus, dans une augmentation de contexte. Et si demain, encore une fois, les choses devaient s'améliorer, et ça c'est des phrases et c'est des mots, on sait très bien qu'on va vers des jours qui vont être difficiles. On le voit bien. Vous savez, la question sur les projets, sur les grands projets structurants de nos collectivités, peut-être que demain elle se posera plus de la même façon. Mais vous savez très bien, et c'est pour ça que j'ai abordé ce sujet avec vous tout à l'heure, puisque à chaque fois, et je me souviens, c'était le dernier débat que nous avions quand on parlait de budget,
Vous nous dites, ah mais vous avez fait que 55% d'investissement réalisé, alors que moi de l'autre côté, je vous explique qu'on a 90% dans les tuyaux. Et puis vous me dites là ce soir, mais prenez donc du fonctionnement, regardez on fait trop de fonctionnement. Vous voyez bien à un moment qu'il y a un peu d'incohérence dans les propos que vous tenez, mais qui sont très opportunistes aussi, mais vous êtes dans votre rôle d'opposant et c'est tout à fait normal. Bon, on va obligé de répondre. Deux petites remarques très rapides, et effectivement on passera au vote si vous le souhaitez. Sur vos éléments chiffrés, vous disiez 50 centimes, effectivement, par jour. Une famille avec 3 enfants, c'est 48 € par mois d'augmentation. Ça fait quand même un beau trou dans la caisse. 8 € par mois par enfant. Bah, Ça fait 24, 3 fois 8, 24. Oui, déjà. ce qui est quand même déjà pas négligeable, mais je pense que... Qui est près de 250 € par mois. C'est la moitié de moins de 48. 200, c'est 200 € par mois. C'est 200 et €. petite chose, vous disiez qu'on ne propose rien, ou parfois opportunément. Tout simplement, on peut aussi aller récupérer des recettes fiscales qu'on a laissées filer à la gueule. J'ai le souvenir de la taxe sur les paris hippiques, c'est 180 000 € par an. Ça bouge les trous. Je me disais, vous n'y êtes pas venu. Et puis, non, on l'avait prévu. Et par ailleurs, on apprend beaucoup à votre contact. C'est pour ça. Un autre élément, puisque vous parliez des barbelés qui se lèvent, puisque QC va, vous parlez en euros, va baisser de 10 €. C'est ce qu'ils ont annoncé en commission ce soir. On verra si ce qui est fait. Va baisser de 10 € le tarif réduit pour l'accès à la culture. Et puis, où est la cohérence quand nous on l'augmente de 50% pour les tarifs réduits? Où est la cohérence puisque les barbelés se lèvent? Moi, encore une fois, cher monsieur, j'ai un objectif aujourd'hui, ça va me permettre de vous apporter de réponses. On l'avait, je vais dire exactement la même chose parce que là aussi j'essaie d'être cohérent dans mes réflexions. Sur les 150 000 € de charges du PIC, et moi vous voyez j'ai la décence de ne pas aller demander au président d'agglomération qui vient d'investir avec mes collègues de la communauté d'agglomération 23 millions € sur nos bellerives d'Allier. J'ai la délicatesse de ne pas faire le maire mesquin et d'aller dire « Ah mais attendez, moi vous venez peut-être de mettre 23 millions, mais moi j'ai récupéré mes 150 000 €, c'est 150 000 € à peu près la moitié de la taxe sur les jeux. » Vous voyez, j'ai au moins, j'essaie d'être droit dans mes bottes par rapport à l'effort collectif qui a été fait par la communauté d'agglomération et par l'ensemble des maires de notre territoire. Donc ça, je ne me le permettrai pas. Mais non, il y a encore une fois les Bellerivois. Moi je ne trouve pas forcément normal que quelqu'un qui aujourd'hui ne met jamais les pieds au geyser, puisse te payer. Mais c'est un service public. Dernière chose, cher monsieur, ça vous allez voir, il va falloir l'entendre. Nous ne sommes pas une entreprise commerciale, mais ça n'est pas une vocation de perdre de l'argent tout le temps et de ne faire que perdre de l'argent. Je m'explique. Sur les grands spectacles, les spectacles dont on parlait. D'ailleurs, vous avez fait cette réflexion, mais depuis quand la commune de Bellerive a les moyens de se payer des têtes d'affiche? Ben, vous savez, depuis que la commune de Bellerive, elle se met à réfléchir avec des gens qui comptent. Je vais vous prendre l'exemple de Florent Père. Florent Père, on avait une charge de 9 000 €. On a fait une recette de... Il nous en manquait un peu. Il nous en manquait un peu. Pour vous dire, on avait 450 personnes à l'espace Monzière. Il a dû nous manquer 3 000 à 4 000 €. Et on s'est dit, mais si on avait augmenté le tarif de 5 €, 5 ou 6 €... Mais c'est énorme. Mais monsieur Grèze, où vous allez, excusez-moi, où vous allez voir des spectacles? Où vous allez voir des spectacles, vous? À un moment, on va avoir des tarifs beaucoup moins élevés. Non, mais oui, alors où? Et sinon, on ne fait pas des Mais affiches. non, mais attendez. On fait des politiques culturelles. Monsieur Grèze, où vous allez voir des spectacles? Où vous allez voir vos spectacles? Mais les tarifs réduits sont pas forcément... Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on a fait le choix, oui, je vous le dis, on a fait le choix à un moment de proposer à nos Bellerivois des spectacles de qualité et des spectacles de qualité qu'on va équilibrer. Et comme on équilibre, eh bien, on peut proposer. Et il n'y a pas forcément un coût à la collectivité. Il ne doit pas toujours rester un coût. Je ne vous dis pas qu'on ne fait pas de l'argent, on n'est pas là pour faire de l'argent, ce n'est pas notre vocation.
On est là pour apporter du plaisir, et moi j'ai vu ça pendant le spectacle de Florent Père. J'ai vu des gens qui étaient heureux, et très sincèrement, quand je regarde le nombre de gens qu'on a refusés pour le spectacle de Florent Père, eh bien on aurait mis un tout petit peu plus cher, ça n'aurait pas perturbé, contrairement à ce que vous laissiez entendre tout à l'heure, que les gens ne viendront plus au spectacle. Et quand vous regardez qu'on est sur une fourchette entre 29 pour les spectacles, 29 à 49 euros, eh bien, si vous me trouvez des spectacles, et là, vous savez, vous me demandez souvent des tableaux, faites-moi les remonter vos tableaux, où vous allez trouver des spectacles de la qualité de Florent Père à moins de ce qu'on a proposé à Berlin. Je vous là-dessus avec grand plaisir. Et je regarderai. Il y aura un débat sur le niveau de qualité, parce que c'est subjectif. Très bien, je crois qu'on a épuisé le débat et qu'on a compris qu'on n'était pas tout à fait d'accord sur non seulement la méthode, sur la méthode. On a bien compris que, effectivement, augmenter les impôts, c'est beaucoup plus simple. En tous les cas, ce n'est pas la stratégie de notre collectivité. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Alors, je crois que M. Bonjean votait contre aussi. 14 contre. 14 contre. Non. Non. La délibération 14, M. Grèce. 14. Mais j'ai vu, on va prendre le tour. Non, mais c'est vous qui me dites 14 contre. Non, c'est moi. Ah, pardon, j'ai pas entendu, excusez-moi. Bon, donc, pour la délibération 14, M. Bonjean vote contre. Comme je sais que vous aimez les spectacles humoristiques, j'ai moi-même fait le point d'humour. Très bien. Ok. Je crois qu'on a épuisé. Ah non, mais non. 14. Ouais, mais celles-ci ne vont pas nécessiter le débat. On ne sait pas. Je vous remercie. 22. Le tarif, c'est 22. Allez, un petit peu de sérieux, s'il vous plaît. Révision. Mais M. Grèce va nous fournir des tableaux où il va trouver les spectacles. Allez, on clôt le débat, s'il vous plaît. Allez, délibération numéro 15. Et la délibération numéro 15, c'est Claude qui va la présenter, et sur la révision des tarifs municipaux des marchés nocturnes et d'occupation du domaine public. Justement, on reste encore dans les tarifs. Donc, révision des tarifs municipaux, des marchés nocturnes et d'occupation des domaines publics. Donc là, une petite parenthèse, c'est qu'on fait le retour de nos marchés nocturnes sur la place place de la source intermittente, qui a été beaucoup demandée par nos commerçants et beaucoup d'élus et de personnes qui ont été tout au long de nos marchés en train de nous dire « Ah, on aimait mieux quand c'était là-haut, c'était un petit cercle fermé, tout ça », qui ont adoré. Donc, on les a écoutés et on est revenu sur notre source intermittente. Donc, vous voyez déjà que par rapport à 2021, on a changé un petit peu notre façon de travailler pour nos commerçants et de les fidéliser en faisant des forfaits donc de 100 € pour de 1 à 4 jours. Et bien sûr, bon, les personnes qui ne veulent pas respecter, je dirais, l'absence de journée, c'est une amende, je dirais, de 50 €. Ensuite, donc au niveau des domaines publics, il y a deux, comment on pourrait dire, deux tranches. Donc en 21, c'était 5 € pour 100 mètres carrés, tandis que cette année, on propose 2,50 € par jour pour 50 mètres carrés et 5 € par jour pour 100 mètres carrés. Ensuite, alors ce qui a changé, puisque comme on a fait des tranches supplémentaires, donc je peux tout vous lire si vous le voulez, mais bon, c'est bien noté. Donc occupation du domaine public, donc en 2021, on était à 5,10 € du mètre carré par an. Là, on a fait une tranche à 5,50 € du mètre carré par an et 0,30 € par mètre carré par an. Vous voyez, donc on a changé. Ensuite, pour les taxis, c'était la même chose. Donc, vous voyez, on est passé cette année à 65 € taxis par an. Ensuite, les marchés, donc vie alimentaire, droit de place, ça n'a pas changé. Le droit de stationnement pour activité habituelle et tout ça, ça n'a pas changé. Ensuite, occupation occasionnelle du domaine public, ça a changé. Donc, au lieu de 0,25 € mètre carré jour, on est passé à 0,30 € mètre carré jour. Ensuite, livraison occasionnelle matériaux, toupie, là on a fait une tranche supplémentaire, c'est 5 € jour. Ensuite, pour stockage matériaux, bennes, mobile, autorisation annuelle, donc là, ça n'a pas changé.
Ensuite, véhicules de chantier, tout ça, ça n'a pas changé. On passe foire et fêtes foraines. Donc là, on a fait une petite augmentation de 26,30 €. On est passé à 30 € l'installation. Ensuite, sur les manèges ou activités similaires, de 1 € mètre carré, on est passé à 1,50 €. Expo-vente sur rue ou place publique, on n'a pas changé. Ensuite, on a fait donc une tranche aussi pour chapiteau, cirque, installation, on est à 15 € au jour. Ensuite, catégorie très petite, capacité inférieure à 100 personnes ou 150 mètres carrés, on est passé à 25 € au jour. Ensuite, donc, les deux autres catégories, on n'a rien changé. Droit de stationnement, camion, livraison, tout ça, de 104, on est passé à 120 €. Ensuite, sur le déménagement, c'est pareil, là il y a une petite augmentation, donc vous voyez 12 € au jour, 8 € au jour, et on a rajouté une tranche, non-restitution des panneaux donc de la police prêtés par la commune, donc 90 € par panneau. Ensuite, occupation du poton du parc allié, donc on est passé à 1 € du mètre carré mois. Donc ça c'était en plus. Activités sportives et loisirs commerciales dans le parc du pont d'Allier, donc on a fait encore deux tranches, 5 € jour, 100 mètres carrés, 2,50 € jour, 50 mètres carrés. Ensuite, le chalet, donc le chalet de la place de la source intermittente, on est à 300 € trimestre et 50 € par quinzaine supplémentaire. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Ensuite, bon, vous avez non, c'était tout. La station de location matérielle, ouais. Événements municipaux, vous avez de nouveaux tarifs. Est-ce que vous avez des questions? Il y a tous les tarifs. Pas de questions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Délibération adoptée, je vous remercie. Il faut qu'on aille très très vite parce que vous avez remarqué qu'on n'est pas allumé la lumière, on fait des économies. Il faut qu'on puisse lire jusqu'au bout du conseil. Alors, délibération numéro 16. Délibération numéro 16, subvention exceptionnelle. Je vous propose, mes chers collègues, d'adopter une subvention exceptionnelle que nous allons accorder à nos amis du sauvetage nautique. Là aussi, c'est expliqué dans la délibération, une subvention de 575 € pour qu'ils puissent s'acheter notamment des vêtements. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Là aussi, soutien, accompagnement à nos associations et notamment cette association d'intérêt public qui est le sauvetage nautique. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délib? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Délibération adoptée, je vous remercie. 21h28, 2 heures. Pardon. Ah, il y a une question, oui, pardon, excusez-moi, j'allais un peu vite en besogne. Il y en a une question. Bon, c'est une question qui revient tous les ans, mais je ne doute pas que vous ayez une réponse appropriée à nous donner. Hein. C'est par rapport aux cérémonies du 10 juillet au square des 80 parlementaires. Donc, savoir, comme vous y étiez engagé l'année dernière et l'année précédente, à avoir une cérémonie sur notre territoire au square des 80 suite aux événements, disons malheureux, sur lesquels on ne reviendra pas. Voilà, on n'a pas encore reçu les invitations, donc on ne doute pas que ça arrive, mais on voulait en avoir confirmation. Il y aura bien une manifestation. Voilà, vous pouvez nous dire un petit peu ce qui est prévu. Non, mais il n'y a rien de prévu en particulier, tout simplement puisque j'entends bien votre réaction du moment, mais vous avez remarqué que depuis le 4 juin, on est un peu sur le pont sur d'autres sujets. Et on a, excusez-moi du peu, on a d'autres préoccupations, même si je ne minimise pas l'importance de la cérémonie. Il y a une cérémonie, hein, quand même, il y a une cérémonie sur notre agglomération. Moi, je nous invite à nous revoir parce que, au témoin d'un doute, vous auriez pu m'inviter à réflexion en février-mars. On l'a fait, monsieur le maire. Il y a un an, on l'a fait. Oui, il y a un an. Non, mais il y a un an, j'entends bien. J'entends bien. On est d'accord que on avait, oui, effectivement, on s'était dit que, je ne vous cache pas que
j'ai pas été relancé, ça n'a pas été, je vous le confesse, ça n'a pas été la première de mes préoccupations. Il n'est pas trop tard. On fera organiser une cérémonie. Non, non, attendez. Enfin, et je vais vous ramener aussi dans la réalité des choses. Les pompiers sont là jusqu'au 18. Moi, j'ai une véritable interrogation, c'est qu'ils annoncent des orages ce week-end. Qu'est-ce qu'on va faire et comment? Vous voyez, moi j'ai des préoccupations toutes simples, hein, concrètes, toutes simples. Alors aujourd'hui, encore une fois, s'il vous plaît, on terminera là-dessus. Vous m'excuserez, on fera une cérémonie pour le 10 juillet. On fera une cérémonie, ça je peux vous le garantir. Mais on n'aura peut-être pas le temps, vu le contexte là aussi, de mettre en place la cérémonie certainement qu'on aurait espéré les uns les autres. Mais je nous le dis entre nous, vous savez, le temps passe très vite. Prenez l'exemple de ce lieu qu'on doit trouver pour M. Guerre. Vous êtes très occupé, moi aussi. Le temps glisse vite et malheureusement, il y a des fois, on ne prend pas le temps de se poser. Puis on se dit, zut, on ne s'est pas arrêté là-dessus. Il va falloir qu'on s'arrête là-dessus. Il va falloir qu'on s'arrête là-dessus. Qu'on prenne le temps de s'alerter un peu les uns les autres. Et puis de se dire, bon, allez, il faut se mettre autour de la table. Il faut véritablement, sur le sujet de la cérémonie, du 10 juillet, on est un peu en retard, mais pour l'année prochaine. Et surtout pour trouver le lieu d'hommage à M. Guerre. Il faut vraiment qu'on s'interpelle les uns les autres pour trouver rapidement une solution. Et après, ça va être ridicule. Le 10 juillet cette année. Comment vous disiez, il y aura quelque chose. Bien sûr, on fera une cérémonie comme on l'a fait l'année dernière sur le square des 80 parlementaires. Sur la tête. Oui, non, mais il y aura une cérémonie, oui. Comme on l'a organisé l'année dernière, et je vous avais dit que j'aurais aimé y mettre un peu plus de... qu'on prenne le temps d'y mettre un peu plus de choses. Voilà, donc on n'a pas... Moi, je vous confirme. Non, mais ça c'est normal. Mais donc il y aura quand même quelque chose de fait quelque chose pour le 10 juillet. Au square des 80. Sur le square des 80 parlementaires. Merci. Pas de souci. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Enfin, je ne sais pas si on peut, mais quand même, parce que l'été va passer dessus, et puis on se revoit en septembre. Et venez bien évidemment profiter, Claude en a largement parlé, de nos marchés nocturnes qui vont bientôt débuter au mois de juillet, et surtout les apéros au bord de l'eau, qui vont démarrer là aussi dès le mois de juillet. Très bonne soirée.